Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast et merci d'être à l'écoute pour cet épisode 25. Mon invité d'aujourd'hui est un invité dont je suis extrêmement fier d'avoir pu avoir sur le podcast. C'est Biz, écrivain, rappeur dans Loco Locas. Il fait aussi des conférences parfois dans les librairies, dans les écoles. C'est aussi un chroniqueur là, occasionnel à la radio ou à la télévision. C'était une grande fierté pour moi de le recevoir. Je dois dire que je suis un grand fan de Loco Locas. Donc, c'était vraiment une belle discussion pour moi. Très content de l'avoir eu. Je dois dire par contre, je n'ai pas lu ses livres. On a quand même parlé de ses livres. Mais définitivement, le fait de me préparer pour ce podcast, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a donné le goût d'aller lire la plupart de ses livres, en fait, là, qui me semblent vraiment fort intéressants. Puis définitivement, là, je vais en lire quelques-uns là, dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc, il y a déjà 8 livres à son actif là, dans les dernières années. Pour le podcast, les sujets de discussion qu'on a abordés, premièrement, on a fait des liens entre la musique et le sport, ce que je ne m'attendais pas vraiment. Donc, on a commencé à parler de ça avant l'enregistrement du podcast. Finalement, on a continué au début du podcast. Puis, donc, un petit peu le lien performance musicale versus performance sportive. Biz faisait aussi des liens entre le travail d'équipe, donc eux, Loco Locas, 3 rappeurs, ils étaient aussi souvent avec des musiciens sur scène, donc il y avait quand même une chimie à avoir, un travail d'équipe entre eux et aussi avec la foule. Donc la foule leur en donne, eux ils redonnent. Même chose dans le sport. Donc c'était vraiment c'était intéressant de discuter de ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis, évidemment, aussi, je l'ai questionné sur Loco Locas. Est-ce qu'il y a des projets de nouvel album? Qu'est-ce qui s'en vient pour eux dans les prochaines années? Donc, je vous laisse le découvrir dans le podcast. Aussi, sur la sortie de son dernier livre, Les Abysses, dont il a fait la promotion récemment. Et d'ailleurs, ça se continue là, dans les prochaines semaines. Aussi, on a parlé du processus d'écriture en tant que tel. Donc, je voulais savoir comment il s'y prend pour commencer vraiment l'écriture d'un livre, avec quoi il commence. Est-ce que c'est une histoire qu'il veut raconter? Est-ce que c'est un personnage avec lequel il commence? Est-ce que c'est un message qu'il veut passer puis il commence avec ça? Donc, tout le processus d'écriture, là, je l'ai questionné un peu là-dessus. Aussi, on a parlé de politique et l'état de la langue française au Québec. Je dois dire que c'était pas le sujet que je suis le plus à l'aise. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup parlé dans ces moments-là. Par contre, je pense quand même intéressant là, de le mettre dans le podcast. Donc, on a abordé tout ça et beaucoup plus, évidemment. Donc, j'espère que vous allez aimer le podcast autant que j'ai aimé discuter avec Biz. Et juste avant de vous laisser, évidemment, je vous rappelle que je suis coach en psychologie du sport et de la performance. Et d'ailleurs, j'ai mis en ligne mon site web dans les dernières semaines. Vous pouvez me retrouver sur le francislapointe.ca. Donc, premièrement, mes services sont énumérés sur le site. Autant services de consultation à qui ça s'adresse que des services de formation et de conférences. Vous pouvez aller voir sur le site, mais rapidement, là, services de formation et conférences, ça pourrait être autant pour des équipes sportives, pour des organisations sportives ou organisations peut-être aussi artistiques, agences artistiques, des regroupements d'acteurs, regroupements de musiciens. Donc vraiment n'importe qui a à faire une performance. Performance, ça peut être sportif, performance musicale, performance d'acteur et aussi même pour les entrepreneurs qui doivent aussi avoir de bonnes habitudes de vie, avoir un bon mental. Donc, vraiment, pour tous ces types d'individus-là, toutes ces organisations-là, j'ai des formations et conférences qui pourraient s'adresser à vous. Je vous invite à aller voir sur le site. Vous allez aussi retrouver tous mes articles que j'ai sortis dans la dernière année et plus même, donc qui sont là-dessus. Et les podcasts, je vais mettre les nouveaux. Donc, le dernier est déjà là. Et celui-ci, donc le 24 et le 25, et éventuellement, je vais mettre les anciens de façon progressive là, dans les prochaines semaines. Et pour toute autre question sur les services, sur les tarifs, il y a la section contact sur mon site web. Vous pouvez me rejoindre là-dessus.
ou évidemment sur mon Facebook ou Instagram qui se retrouve dans la description de ce podcast. C'est tout pour l'intro. Simplement vous dire que le podcast Plein Potentiel est en diffusion sur le Radio H2O les dimanches à 9h ainsi que les lundis à 14h. Et j'en dis pas plus, je vous laisse avec ce podcast. Bonne écoute. Ça, on parlait de sport, puis du parallèle qu'on peut faire entre le sport et beaucoup de choses. Là. Tu sais, c'est ça, tu disais, qu'est-ce qui fait qu'un athlète peut être un soir à son meilleur, puis un autre soir, avoir de la misère. Là. Ah ouais, ça, ça reste mystérieux, j'imagine même pour les athlètes eux-mêmes, pour les fans aussi. Même moi, tu sais, qui joue au hockey dans ma ligue de garage, il y a des fois, j'arrive, puis je dis là, à soir, là, je suis en forme, ça va y aller, je le sens, j'ai visualisé, j'ai préparé mes affaires. Puis il n'y a rien qui marche. T'es pas à la bonne place, la rondelle n'est pas là. Puis l'autre fois, le lendemain de brosse avec une grippe, puis hey, les gars, à soir, là, attendez-vous pas à grand-chose. Puis finalement, ça marche, ça débloque, t'es à la bonne place, tu trouves tes coéquipiers. Penses-tu que c'est les attentes, justement? Ouais. Tu veux tellement performer la journée là, que tu as visualisé puis que tu t'es préparé. Peut-être. Est-ce que tu te mets justement une trop grosse pression? Là, peut-être, puis... Parce que des fois, ça peut être bien justement d'arriver avec une attitude de... je m'en foutisse quasiment. Là. Oui, mais tu sais, on parlait justement de Carey Price. Ouais. L'espèce de nonchalance qu'il a, elle peut être très, très payante, très intimidante aussi pour l'adversaire. Mm-hmm. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le sport, c'est encore la seule chose moi, c'est la seule chose pour laquelle je paye encore pour ma télévision. C'est à cause des événements de sport en direct. Ça, moi aussi. Parce que sinon, rien de moins intéressant que de regarder du sport après. Il n'y a plus d'enjeu. Alors que le film fait 6 mois qu'il est sorti. Titanic, on sait déjà comment ça va finir, puis on l'écoute pareil. C'est ça, on parle de ça parce qu'hier, c'était la dégelée de 8-1 du Canadien. Puis Jean-Thomas Jobin qui a fait un statut sur Facebook, il disait je plains ceux qui ont enregistré la game puis qui vont dire à tout le monde dites-moi pas le score puis qui vont l'écouter pareil. Il risque d'avoir des mauvaises, ça va être long comment ils vont peser sur fast forward assez vite. Mais c'est ça, donc c'est ce qui est extraordinaire du sport, c'est que t'es dans le moment présent tout le temps et il n'y a pas de scénario décrit. Le scénario s'écrit à mesure. Il n'y a personne qui le connaît. Mm-hmm. Il y a des fois, il y a des équipes Cendrillon, des sous-estimés qui surgissent de nulle part puis qui déploient un effort collectif incroyable. C'est tout le temps les meilleures histoires, ça, je trouve. Bien, clairement. Alors, c'est pour ça que ça fait des bons films, ces films sportifs-là, là, avec celui qu'on n'attend pas qui finit par émerger. Puis, il y a beaucoup de parallèles. Moi-même, j'en faisais aussi souvent quand on faisait de la musique, tu sais, avec faire un spectacle de musique. Il y a des parallèles à faire avec jouer un match. En soi, c'est une performance. En soi, c'est une performance physique, c'est vrai, à la base. Donc, oui, il faut être en forme. Il faut être en forme parce que, surtout que nous autres, on faisait des shows qui duraient 1h30, 2 heures. Tu sais, c'était long, sans entracte. Pas de première partie, même. Pas de première partie, en effet. J'étais monté pour voir à Sherbrooke avec un ami puis mon ex. Vraiment excellent show. Là. On avait fait la route dans ce temps-là, j'habitais au lac Saint-Jean. On voulait vous voir. Ouais. Fait que t'étais au Corona? Non. Au Granada, je veux dire. Ouais, c'est ça. Exact. Oh oui, on a eu des bons, là. Très belle salle. Puis donc, c'est ça. Faut que tu sois en forme. Oui, ça arrive des fois que t'es le lendemain de brosse et tout, mais il faut que tu repartes. Il faut que tu. Puis l'adrénaline, pour ça, c'est une drogue formidable parce que c'est un carburant. C'est meilleur que 15 gourous, là. Ouais. Ça te part tout de suite. T'es avec le public. Le public, lui, il sait pas que t'as brossé la veille. Il s'en crisse. Fait que t'es ici et maintenant encore là. Faut pas qu'il le sache, idéalement. Mais non, on va pas qu'il le sache. Ça fait partie du côté professionnel. Complètement. Puis c'est comme, moi, à soir avec toi, c'est la première fois. C'est comme quand tu couches avec une fille. Tu lui dis pas que t'as couché avec 15 000 filles avant elle. Sinon, c'est poche un peu, tu sais. Puis, mais tu sais, bon, il y a l'aspect performance, il y a l'aspect de travailler en équipe, justement. Ça, c'est très important. Nous autres, tu sais, on était
3 locaux plus 4 musiciens sur scène. Donc, en coulisses ou avant, par rapport au spectacle d'hier, celle-là, c'était plus dur, cette tune-là. Peux-tu parler moins vite ou je vais te checker, genre, le drummer, pour être sûr que je dépasse pas mon temps ou tout ça. Ou Batlam, check, si tu vois que je manque de souffle à soir, je me sens pas en forme, rembarque tout de suite. Puis, tu sais, ou cette tune-là, on l'a présentée comme ça, mais on ne fait pas de présentation, on part là tout de suite après. Tu sais, fait qu'il y a des ajustements que tu fais avant le match, là, comme avec un coach comme le joueur qui va aller aider son autre joueur dans le coin. Exactement. Parce qu'il sait que c'est pas sa soirée, peut-être. Oui, tout à fait. Ouais. Puis des fois, tu t'en rends compte sur place. Des fois, tu te les fais dire. Tu sais, je pense à une fois où Batlam, on avait un show à Rimouski ou Rivière-du-Loup, en tout cas dans le bas du fleuve. Puis Batlam était fidèle gastré, là, complètement. Il était coma, terrassé par la gastro, puis il embarque dans le truck. Il a dormi tout le long. Personne n'y a parlé. Il est arrivé à l'hôtel à, je sais pas, 400. Il n'est pas venu faire le test de son. Il est allé se coucher. Moi, je suis allé acheter des électrolytes, des affaires de même. On a remanié le menu, là, les chansons. On a enlevé toutes ces chansons solo. Okay. Moi, je m'en suis rajouté à moi qu'on faisait moins pour combler le vide. Puis il a fait le show. Il avait allé, avant d'embarquer sur scène, il a fait le show. Il avait allé en sortant de scène, il est allé se coucher, puis il est revenu. Puis il a dormi tout le long. Il n'y a pas de... Ça nécessitait quand même une adaptation. Absolument. Dans l'immédiat, là. Puis ça, c'est l'aspect sport d'équipe. Si Batlam s'appelle Michel Louvain, il n'y a pas de show, tu sais. Si c'est lui l'artiste principal ou Éric Lapointe, il n'y a pas de show. Mais nous, comme on est 3, justement, il y a la notion d'équipe. OK, tu n'as pas ton gardien numéro 1, tu n'as pas ton joueur de centre, mais tu peux avoir ton trio quand même qui peut suppléer. Qui peut performer pareil. Qui peut performer. Mais ceci dit, en plus, nous autres, on mettait des vêtements, des chandails de soccer, de hockey, donc des vêtements de sport qui prennent bien la lumière, qui prennent bien la sueur aussi, parce que des vêtements de scène, tu suis ta vie là-dedans. Donc, il y avait l'idée aussi d'être en équipe, d'avoir le même costume. OK, fait que le sport était quand même un aspect comme important dans... Ah oui. Ben nous, tu sais, le but, c'est la symbiose totale de cet amour entre la musique et le sport, tu sais, le lien parfait. Mais les allégories ont leurs limites, parce que moi, par exemple, quand je rappe une toune, j'ai pas un secondaire extérieur qui vient me saquer blindside dans le dos, tu sais, pendant que je rappe, tu sais. Il y a personne qui veut pas que je fasse mon spectacle, tu sais. À part 3-4 fatigants dans le fond qui parlent, mais moi j'ai un micro, je suis plus fort que les autres. C'est même pas comme un humoriste, tu sais. C'est rare, à moins d'avoir une foule hostile en bloc, ce qui nous est jamais arrivé, ou une fois en fait au début, quand on était dans un spectacle de punk à Montréal, puis là la foule était ouvertement hostile à ce qu'on faisait. Mais sinon... Ça doit être tough pareil pour des artistes, là. Ça m'est déjà arrivé aussi, moi... C'est pas le fun, un show métal, puis que le premier artiste, ça gueule un peu moins, c'est un peu plus tranquille, puis ça se fait huer. Oui, ça, bien sûr, mais en même temps, ça fait 20 ans de ça, puis on en reparle encore. C'est un spectacle au cours duquel on a le plus appris. Puis après ça, c'est parce que t'es apprécies les applaudissements après. Là. Clairement. Ouais. Quand les gens te donnent l'amour, tu dis, OK, c'est pas automatique, ça. Parce que des fois tu penses que tout le monde te doit tout le temps de l'amour, ce qui est totalement faux. Si un artiste n'est pas bon, on peut quitter la salle, on peut le huer. C'est pas cool, évidemment, mais ça se peut, là. Je veux dire, le public... Ça peut être légitime. Moi, j'ai toujours considéré qu'un spectacle, puis des fois, on le disait carrément aux gens, ce spectacle-là, on le fait à deux. Comme on fait l'amour à deux. Oui, je peux faire le show, mais si toi, tu fais l'étoile... ça va être tel que tel. Mais si tu mets du tien, puis tu me redonnes de l'énergie, moi, je t'en redonne après, puis là, ça devient infini, puis c'est un cercle vertueux, tu sais. Ouais, ça me fait penser à des shows que il n'y avait pas cette symbiose-là, puis qu'on sentait que l'artiste était frustré, là, tu sais, il essaye d'aller le chercher, puis il n'est pas capable. Ouais. Ça doit... Ben ça, c'est épuisant. C'est vraiment fatigant. C'est-à-dire que quand le public est là, tu te donnes comme un fou furieux, mais c'est très facile. Alors, après, t'es fatigué. Après, t'as tout donné. Mais sur le coup, c'est pas facile. C'est facile. Ce qui est pas facile, c'est de tirer, d'essayer de faire décoller l'avion. Ça, c'est dur.
Mais un coup que l'avion est dans les airs, puis un avion, il plane tout seul dans les airs. T'sais. Un gros 747. Un effet de momentum un peu, là. Puis de symbiose avec le public. Donc, puis tu sais, le déroulement du spectacle, nous autres, on sait très bien qu'à Libérez-nous des libéraux, en rappel, le monde va virer fou puis va avoir des applaudissements. Mm-hmm. Mais moi, ce que j'aime du sport, c'est que l'échappée en prolongation au 7e match de la Coupe Stanley, il n'est pas prévu dans le scénario. Puis quand tu es en train de le vivre, tu le sais pas si tu vas le réussir ou non. De sorte que quand tu rentres le but, puis quand tu comptes, puis que la foule explose de joie, tu as des applaudissements, mais ils sont comme inattendus. Il y a comme, alors que nous autres, avec les chansons qu'on faisait, oui, il y a toujours une part d'inconnu, mais on sait qu'à Libérez-nous des libéraux, on va contre un but, on le sait. T'sais. Fait que c'est plus, je dirais, prévisible, même si ça ne l'est jamais. C'est pas comme un travail de comptable ou en usine, évidemment. Mais par rapport, je parle bien du sportif qui compte un but. Moi, il n'y a rien. Si je trouve une lampe magique puis je peux me réincarner ou je peux avoir 3 souhaits, là, moi, je voudrais jouer au Centre Bell au hockey là, avec les Canadiens. Je voudrais, puis idéalement, compter un but. Là, puis te faire applaudir quand tu comptes un but, puis c'est pas prévu, forcément. Et puis il y a plein de gens qui veulent pas que tu comptes un but. Puis malgré tout, tu as été meilleur qu'eux autres. Ça doit être malade comme sensation. Incroyable. Ouais. Puis d'ailleurs, ils font vivre de temps en temps là, des jeunes enfants. Là, ils font pendant un entraque, ils font aller scorer un but, là, sauf dans le contexte un peu moins naturel. Là. Oui, puis là, toute la foule est là. Wow! Puis le monde va chercher des pogos puis tout ça. Mais moi le vrai concours que la Ligue nationale devrait faire, là, c'est t'as un concours, puis tu gagnes. Ton prix, c'est une présence dans un match régulier de la Ligue nationale avec ton équipe. Donc, t'es habillé. Tu sais que tu vas jouer à l'aile ou au centre ou peu importe. Puis à un moment donné, l'entraîneur est obligé de dire de t'embarquer une fois pendant le match. Au moins une présence. Ouais. Puis là, imagine, tu es en avant du but, tu tombes, la rondelle ricoche sur toi, puis tu comptes un but. Ça doit être malade comme sensation. Quand même, ça ferait quand même une bonne pub pour la Ligue nationale. T'imagines, moi, je pense que je veillerais ma vie. Là. Quand mon match de hockey garage à tous les 2 samedis, je suis plus nerveux avant le match qu'avant un spectacle. Ah ouais? Oui, clairement. Parce que je veux être bon. Je veux aider mes coéquipiers. Je veux que mon trio, ça marche. Je veux qu'on gagne. Je veux être à bonne place dans mes sorties de zone. J'essaie de visualiser des affaires. J'étais allé tirer des pucks dans la ruelle. Mais j'ai clairement pas le même talent au hockey qu'en rap. Là. Clairement pas. Mais malgré tout, c'est ce même désir d'être bon. Puis d'être bon envers... Puis d'être utile pour tes coéquipiers aussi. Puis des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas, forcément. Puis tu parles un peu de visualisation. C'est quoi que tu utilisais en musique? Oui, un petit peu. Mettons, fait 2-3 tunes que tu as de la misère, t'accroches des paroles, où il y a un passage qui est plus difficile dans une chanson. Là, mettons, ou même si ça fait juste une fois, je vais me le repasser dans les loges avant, tu sais, juste pour dire, OK, je vais refaire je vais retaper la piste. Là. Sans nécessairement la faire à voix haute. Ouais, tu vas utiliser un peu où tu vas la faire à voix haute et mais tout seul dans mon coin, tu sais, pour essayer de tout en t'imaginant qu'il l'a. Là, exactement, imaginant le spectacle et tout ça. Ça peut être aussi des présentations de chansons parce que souvent, on porte beaucoup attention au texte qu'on écrit dans nos chansons. Mais ce que les gens entendent le plus, c'est ce qu'on va dire entre les chansons. Tu sais. C'est là, tu sais, si tu dis une connerie là, épouvantable, là, pendant une chanson, bon, il y a de la musique, tout le monde crie, personne ne s'en rend trop compte, mais quand t'es entre 2 chansons, tout le monde écoute ce que tu dis. Fait que souvent, les artistes auraient avantage à préparer un peu mieux leur discours entre les chansons, leur présentation de chansons. D'ailleurs, quand j'étais prof à l'expression orale à Star Academy, je leur avais demandé un exercice. Imaginez que vous êtes à tel endroit et que vous présentez une de vos chansons. Comment vous présentez la chanson? On présente pas, mettons... si on présente la chanson M'accrocher, qui parle du suicide chez les jeunes, puis qu'on va, mettons, en Abitibi ou dans le Grand Nord québécois où il y a un taux de suicide atrocement élevé, on va peut-être porter attention à la présentation. On la présentera pas de la même manière. Si on présente Libérez-nous des libéraux dans un village dont il y a une usine qui vient d'être fermée à cause du contexte économique de marde à cause des libéraux, on va peut-être saluer les travailleurs en usine avant de présenter la chanson. Tu sais, c'est comme... souvent, moi,
pendant la journée d'un spectacle, quand j'arrivais dans une ville, je lisais le journal local, j'écoutais la radio pour savoir c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que les gens vivent ici. Là, puis là, j'essayais de faire un petit salut à un truc qui résonne dans l'actualité, tout ça. Comme ça, les gens pensent que tu penses à eux 365 jours par année, ce qui est faux. Mais au moins une journée par année, pendant que tu vas les rencontrer, tu as pensé à eux, oui. Ben, en fait, c'est encore plus... c'est encore mieux, là, le fait que tu aies fait l'effort de vouloir aller lire le matin, voir c'est quoi le contexte en ce moment. J'ai l'impression que dans tout ce que tu dis, il y a comme une facette importante de préparation dans tout ce que tu fais. Ben oui, absolument. Puis, peut-être même du perfectionnisme, là, de vouloir chaque chose sa place, chaque chose est bien placée. Je pense que, tu sais, mettons les tunes, on les connaît, on sait qu'ils sont bonnes, on sait qu'ils marchent. Mais après ça, dans quel ordre on les met, justement? Si on sait que, justement, il y a une vedette locale ou à Sherbrooke, par exemple, on avait... je sais pas si c'était cette fois-là, mais il y avait des étudiants de l'Université de Sherbrooke qui avaient repris Hymne à Québec, mais qui avaient fait l'hymne à l'Université de Sherbrooke. Donc, qui étaient venus sur scène présenter Hymne à Québec, chanter leur version à eux sur notre musique. Alors, on a mis la chanson à la fin, non pas au début. Normalement, on la fait même pas quand on est à Sherbrooke, cette tune-là. Fait que là, tu sais, moi, je pense que c'est ça. Après ça, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu as vu le show de ta vie? Tu sais, quand tu vas voir un show de, je sais pas moi, de Maiden ou Metallica, puis ils te parlent quelques mots en français, ou McCartney sur les plaines, il y a une valeur ajoutée pour le public. Il va s'en rappeler toute sa vie. Chris, il nous a parlé en français. Fait que, en plus de faire les bonnes tunes. Fait que moi, je trouve que ça fait partie de... Est-ce que tu es un artiste exceptionnel ou professionnel ou tu fais ta job correctement? Puis tu trouves-tu que actuellement, justement, surtout au niveau américain, là, au niveau du rap, il n'y a pas beaucoup d'efforts au niveau des spectacles? Il y a beaucoup d'autotune d'utiliser. Ah oui, moi, ça m'a marqué. Cet été, j'étais allé au festival d'été avec mon gars de 13 ans qui voulait voir Lil Pump. Fait que le professionnalisme des rappers commence par Lil Pump se ramasse dans un casino, il est mineur, il peut pas prendre l'avion, fait qu'il est pas là. Fait que c'est à la claire au lieu de Lil Pump. Mais avant lui, il y avait Gucci Mane, il y avait Metric, il y avait un autre aussi, un gars de Jazz Cartier, qui était pas mal. Mais moi, ça m'a frappé. Je suis là, OK, tu fais payer le gros prix, tu es sur la grosse scène. La grosse scène, là, c'est grand comme la rivière Saint-Charles. Là. C'est immense, cette scène-là. Tu arrives avec ton DJ, tu te mets en bedaine avec ton Gucci, tu fais 3-4 pas, puis c'est tout ce que tu vas faire pendant le spectacle. C'est comme, pour moi, c'est comme... En tout cas, moi, je peux juste dire, on n'a peut-être pas des aussi bonnes tunes que toi, mais nous, on donne un meilleur show que toi. Ça, je peux te le dire. Je pense que vous avez des meilleures tunes. Ben, ça reste sujet à appréciation, mais j'étais... moi, ça m'a presque choqué. Moi, je fais le cave depuis 20 ans sur toutes les scènes du Québec à me donner, à m'arracher l'âme, à faire des shows quand on a gastro. Puis toi, t'arrives, puis... tu dis merci Montréal alors que tu es à Québec. C'est comme crise de colon. J'avais entendu parler de ça. Je sais pas, il y a comme... mais le show, il était dans la foule. La foule faisait le show. Puis tu sais, c'est ça, Post Malone, Star, puis tout ça, c'est... Post Malone, mais lui, il est sympathique au moins, là, mais tu sais, il fume, il sourit, il est gros, il a plus de souffle. C'est toute la foule qui chante ses shows, ses tunes, tu sais. Fait que c'est... Ben, chacun son style. Moi, je vais pas dire toi, t'es bon, toi, t'es pas bon. Moi, en même temps... Moi, je peux juste te dire, moi, je donne le show que j'aimerais voir. Ça, je peux te dire ça. Ben, puis c'est ça montre que la foule peut-être en demande pas beaucoup parce qu'ils sont là quand même puis ils continuent d'aller les voir, ces shows-là. Là. Mais quand c'est juste ça que t'as connu parce que t'as 20 ans ou 15 ans puis t'as jamais vu, justement... des artistes qui... Tu sais, il y a encore... Tu sais, Metallica, ils donnent encore un très, très bon show, même s'ils sont vieux. Mais si t'écoutes du rap, t'as 15 ans, t'as jamais vu un show Metallica, tu sais. Fait que tu sais pas c'est quoi un spectacle. Ou même les Beatles, ou même McCartney, ou tu sais, même les Rolling Stones, qui sont des vieillards à l'agonie, donnent un meilleur spectacle que Gucci Mane. Tu sais, c'est quand même incroyable. Là. Ça m'a déçu, ça m'a interpellé aussi. Puis comme tu dis, mais c'est parce que maintenant, l'expérience du spectacle ça consiste pas juste à venir voir l'artiste, c'est surtout de dire à ta gang d'Instagram que regarde comment je suis hot d'être là, puis regarde comment ça se passe, puis là, tu montres toute ta gang qui est avec toi qui crie. Mais ce qui se passe sur scène,
littéralement, t'as fait play sur le disque, t'as l'autotune qui chante, tu chantes par-dessus toi, littéralement. Ouais, puis je me souviens de voir, en tout cas de le voir souvent même, là, des fans dans la foule qui ont l'air d'être là juste vraiment pour la toune qui est connue, là. Ben oui, mettons, ça, puis là, quand elle start, c'est la toune qu'ils voulaient entendre, puis ils l'écoutent pas, là. Ils sortent le sel, puis c'est l'heure de filmer, j'étais là. Ça, c'est comme moi, c'est un peu désolant. J'ai tellement le goût de dire au monde, arrête de filmer le show. Premièrement, on va voir ça gros de même. Puis tout le monde va s'en crisser. Puis deuxièmement, le son va être minable. Ça vaut rien. Prends une photo pour dire que tu étais là, mais le reste du temps, range ton sel puis trippe avec le monde. Ouais. Comme tu fais l'amour avec ta blonde, tu filmes, tu regardes si t'es bien placé. Je veux dire, c'est pas ça, faire l'amour. C'est pas ça, avoir du fun avec quelqu'un. Là. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui est dans l'air du temps, forcément. Je veux dire, de plus en plus, il y a même des artistes qui interdisent les selles, littéralement. Bob Dylan fait ça. Madonna commence à le faire aussi. Elle, c'est plus peut-être pour les photos, elle veut contrôler son image, mais en bout de ligne... Rammstein aussi, je pense qu'ils sont pas très fans de ça. Ben, c'est parce qu'en bout de ligne, c'est ça, c'est que pendant que t'es comme ça, t'es pas en train de vivre le spectacle, t'es en train d'essayer de le retransmettre. Puis de toute façon, ta retransmission, elle va être mauvaise, donc tout le monde va s'en foutre. Moi, ça m'arrive de filmer, essentiellement pour moi, d'avoir un souvenir, mettre ça dans mes... Avant, c'était Snapchat, là, les memories dans Snapchat. Là. Mais c'est ça, il y a un niveau d'intensité aussi. Là. Puis on parle un peu d'Instagram et tout ça, médias sociaux. Toi, t'as pas l'air beaucoup ces médias sociaux? Non, pas tellement. T'es sur Twitter? Surtout sur Twitter. J'ai 40 000 abonnés sur Twitter. Instagram, tu vois, ma blonde, là, j'ai une nouvelle blonde. Génération oblige, elle me fait comprendre très bien l'importance d'Instagram, en fait. Et j'essaye, mais a priori, j'aime pas le média. Moi, je suis plus un gars de mots, puis la fenêtre de texte sur Instagram, elle m'énerve. On peut pas... tu peux pas retweeter, en fait, à moins d'avoir 10 000 personnes. Enfin, c'est plus compliqué, tout ça. C'est axé sur les photos, l'image et l'instantanéité d'une story. Ça m'intéresse pas, en fait. Peu. Mais je sais que, mettons, comme écrivain, travailleur autonome, les gens sont là, les jeunes sont là. Alors, j'essaie de trouver ma place dans ce média-là. Comment je peux, moi, me sentir bien avec ce que je peux apporter à ce média-là, puisque ce média-là peut m'apporter. Ouais, parce que quand même, tu pourrais probablement quand même apporter de quoi au niveau, justement, d'amener les jeunes à lire, d'amener... Oui, puis ça, j'y crois, là, j'y crois profondément à ça, puis je suis pas contre l'idée. Mais moi, c'est juste, j'ai d'autres choses de mes journées à faire qu'à poster des affaires, puis à penser à ce que je vais poster. Tu sais, c'est comme, moi, je suis pas... sur Twitter, je tweete quand j'ai le goût de tweeter, point. Mais tu sais, j'ai déjà mon réseau qui est là. Instagram, pour bâtir mon réseau, faut poster, faut liker, faut répondre. Moi, j'ai pas le temps de répondre à tous ceux qui m'envoient un cœur ou des clappements de main. Là. Tu sais, c'est comme à un moment donné, il y a des Instagrammeuses qui font juste ça de leur journée, c'est leur job, c'est correct. Moi, je peux pas faire juste ça. J'ai pas d'espace dans ma tête pour ça. Tu sens pas que, mettons, c'est de quoi nécessaire pour ta carrière? Ben, ça manque pas au niveau... c'est-à-dire... au niveau marketing, mettons. Si c'est pas nécessaire, c'est quand même important. Ça, j'en suis très conscient. Je vois aussi... je vois très bien ce que c'est quand je donne rendez-vous aux gens à tel kiosque pour une séance de signature. Il y a plein de gens qui me disent, je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu sur Instagram. C'est important. Maintenant, c'est important. Ouais. Mais si j'étais Michel Houellebecq, je le ferais pas. J'aurais pas besoin de le faire. Mais là, moi, j'ai besoin de gagner mes fans encore. Ouais. Les gens ont moins tendance à faire des recherches. Comme tout arrive. Ben oui. Tu sais, mettons, tu dis, ça peut pas être plus vrai. Facebook, t'écris biz. Fait que là, tu check. Mais il est où en ce moment? Ça peut pas être plus vrai que venez me rejoindre à 3h au salon, au kiosque Le Méac pour une séance de signature. Là, quelqu'un me répond, c'est quoi le numéro du kiosque? Ben, 1, je le sais pas. 2, si je veux le savoir, je vais aller au salon du livre, je vais marquer Biz Le Méac, puis ça va me le dire. C'est comme, pourquoi? C'est quand même incroyable. Si je te donne pas toute l'info, t'es même pas capable de prendre 30 secondes pour faire une petite recherche. Ça me sidère un peu. Là. Ça devient frustrant, la perte de temps que tu passes c'est-à-dire que moi, je peux pas répondre 15 fois ou
ou à chacun, si chacun a une interrogation. Alors, à ce moment-là, je prends pas acquis. Si tu veux vraiment me trouver, tu vas me trouver. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton dernier livre. On parle justement du Salon du livre. Tu étais là en fin de semaine dernière pour Les Abysses. On peut-tu parler de ce que tu me dis? Oui, on peut. OK. C'est ça. Vas-y. Là, ton livre vient de sortir. Est-ce que tu veux nous en parler? Puis est-ce que tu veux parler un peu plus de ce que tu me dis avant le podcast? Il a été publié il y a presque 2 mois, au début octobre. C'est mon 7e roman pour adultes. J'ai un livre pour enfants aussi. C'est toujours un grand moment quand on publie un livre. Là. C'est comme un accouchement. Je pense pas que tu es moins impressionné à ton 7e accouchement qu'à ton 4e. Là. Il y a quelque chose qui tient du miracle dans les 2 cas. Un livre, ça part de rien. C'est une création absolue. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe au début. Et puis, il y a un écran vide. Il y a un document Word qui est vide. Et puis, à un moment donné, tu remplis. Puis, à un moment donné, il pèse 50K, 60K. À un moment donné, il existe. C'est vraiment partie de ta tête. Là. Oui. C'est pas... C'est comme un bébé. Là. Ça n'existe pas nulle part. Puis, à un moment donné, il y a une alchimie. Puis, ça finit par exister. Puis le livre, après ça, il devient concret. Tu travailles la couverture. Moi, c'est moi qui ai trouvé la photo sur Shutterstock. T'imagines un peu la couverture, l'idée que tu veux donner. Tu veux que la couverture, elle donne une idée du livre, mais en même temps qu'elle ferme pas l'interprétation qu'on peut avoir. Donc, c'est pas banane. Oui, c'est ça. Manière que chaque personne puisse le voir un peu différemment là, à sa manière. Puis idéalement, chaque fois que tu reprends le livre pour le lire, tu regardes la couverture et tu dis « Ah, j'ai vu là quelque chose d'autre qui me permet d'interpréter différemment l'histoire. » Et puis, quand tu ouvres la boîte, tu reçois la boîte. Et puis là, tu ouvres la boîte, puis là, c'est comme « Oh! » Puis là, moi, j'avais pour des détails techniques, là, on n'a pas pu avoir l'encre fluo que je voulais pour la méduse, là, fluo. Un rendu fluo, mais on m'a dit on va mettre un vernis sur la méduse, ça va donner le rendu fluo. Puis j'étais comme si c'est pas fluo, ça marche pas, ça va avoir l'air vert pomme, puis c'est pas ça. Là. Puis finalement, j'ai ouvert le truc, puis je voulais pas que le titre soit trop apparent non plus, donc je voulais qu'il se fonde en gris, un peu comme l'album noir de Metallica. Là. Je voulais que le fondu enchaîné, comme si ce titre-là soit dans les profondeurs de l'eau, très 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 loin. Et je me disais, puis là, les gens du commercial chez Leméac qui disent ouais, mais là, il faut qu'on le voit, si on fait des photocopies, Fait que là, on se battait pour le nombre de pixels, en fait, ou de grains de gris qu'on voulait. Puis là, j'étais là, bon, eux autres, ils veulent que ça soit foncé, moi, je veux que ça soit pâle. Fait que finalement, on s'entend pas. Puis c'est arrivé, j'étais vraiment content. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai dit, j'étais une bonne. Quand tu as des attentes peu élevées, ou quand tu es très sévère ou critique, ou quand tu envisages le pire, tu peux juste être content. Quand le meilleur arrive. Puis, donc, moi, j'étais content du résultat de la couverture. Puis, après ça, tu vas le présenter. Donc, tu présentes ton bébé et tu veux qu'il soit bien reçu, tu veux qu'il soit aimé. Tu sais, c'est ça le but. Et puis, là, il y a des critiques. Les critiques sont tombées, tout ça. Puis, bon, jusqu'à présent, je me demande si c'est pas mes meilleures critiques. Ah ouais? Ou si c'est pas mes meilleures, c'est avec Naufrage. C'est pas mal les meilleurs que j'ai reçus. Donc, j'ai des très bons retours. À Librairie francophone, une émission littéraire diffusée dans 4 pays francophones, une libraire suisse qui concluait sa critique très bonne en disant « C'est le meilleur livre que j'ai lu de l'année ». Et bon, comme on était au mois de novembre, c'est bon signe parce que l'année a vécu un peu. Là. En février, c'est un peu moins d'impact. En février, c'est un peu moins vendeur, c'est ça. Et donc, moi, je me dis, OK, il y a quand même une libraire dont c'est le métier de lire des livres qui est au bout du monde en Suisse et qui lit une histoire qui se passe sur la Côte-Nord, un roman policier avec en territoire québécois, avec une histoire québécoise, mais malgré tout universelle, puis qui a vraiment trippé sur ce livre-là. Fait que, tu sais, ça fait toujours plaisir. Les bonnes critiques, quand tu entends de bonnes critiques, tu te dis, oui, toi, tu as compris, c'est ça que je voulais faire. Quand tu reçois une mauvaise critique, tu dis, toi, tu n'as rien compris. T'sais. Alors que c'est pas toujours le cas non plus. OK. Mais moi, je suis content de ce livre-là, bien sûr. J'aime l'histoire, j'aime la façon dont elle est racontée. Et jusqu'à présent, il y a une très bonne réception, donc je peux pas espérer mieux. Puis est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de recevoir une mauvaise critique, mais finalement, mais que tu l'utilises comme, que finalement...
ces commentaires-là t'ont été utiles dans ton écriture? On dit tout le temps, non, je m'en crise des critiques. C'est pas vrai. Je connais pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'écrivains au Québec. Puis il y a tellement peu d'espace en littérature au Québec que quand tu as une critique, tu vas la lire. Donc, moi, souvent, la critique qu'on me fait, qui est depuis toujours, c'est que mes livres sont trop courts, que les gens en auraient pris plus. Ouais. Tu l'as eu en fin de semaine, justement, à ton passage. Jérémy Laniel, effectivement, le libraire du Québec, lui disait, moi, j'aurais aimé qu'on développe plus tel personnage. Et les gens, depuis le début, me disent que c'est vrai que je fais des livres courts, ce qui me permet d'en faire presque un par année. Puis là, j'ai discuté avec mon éditeur, j'ai entendu mes lecteurs, puis moi-même, je pense que je suis prêt à faire quelque chose de plus substantiel aussi. OK. Donc oui, dans ce cas-là, j'ai entendu la critique. Puis est-ce que tu je ne vais probablement pas publier l'année prochaine, justement, pour me laisser le temps de faire un livre plus étoffé. Puis est-ce qu'il y avait un autre objectif que de publier de façon plus régulière au fait que tu fais des livres un peu courts? Est-ce que c'est voulu un peu? Oui, c'est voulu. Ouais. C'est voulu parce que moi, je me dis... tantôt, je disais, je donne le spectacle que je voudrais voir, j'écris le livre que je voudrais lire, vraiment. Moi, j'aime pas les livres... J'aime pas quand la balle tombe. T'sais, quand tu jongles là, avec 8 balles, s'il y a des balles qui commencent à tomber, après, recommencer à remonter ça, c'est compliqué. Alors, t'aimes pas vraiment les sagas, dans le fond, là? Ben, je peux aimer les sagas, mais si il n'y a pas de temps mort, si c'est toujours... en fait, je veux pas qu'il y ait de mots inutiles. Moi, j'ai le souci du mot juste. Alors, je travaille avec le... Au début, j'écris beaucoup, puis après, j'enlève des affaires. Cette phrase-là, je l'ai déjà dit. Ce mot-là, il n'est pas nécessaire. Cet adverbe-là, il n'est pas nécessaire. Donc, je coupe. À la fin, je coupe. Je fais des bonsaïs. Tu sais, un bonsaï, tu coupes, tu réarranges et tout. Moi, j'aime bien qu'il ne reste que l'essentiel dans un livre. À ne pas confondre avec Bonsaïon, par contre. Il y a un petit lien, mais c'est dans la taille seulement. Okay. Dans la taille des plans. Mais non, il ne faut pas prendre, en tout cas dans mon cas, pas de bonsaïen avant d'écrire. Non. Certainement pas, ça donne rien de bon. Puis, donc moi, j'aime l'idée que tout soit dit. Quand quelqu'un me dit « Ah, j'en aurais pris plus », OK, quoi? T'aurais pris plus de quoi? Dis-moi ce que tu aurais rajouté. Puis je dis même pas ça pour... je veux te défier ou je veux te confronter. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir de plus? Mais ça peut être une critique positive même de se faire dire j'en aurais pris plus. Ben moi, je le vois comme ça. Ouais. Tu vas dans un restaurant gastronomique, tu as vraiment très bien mangé. Là. Les assiettes étaient bien présentées, c'est super nutritif et tout. Mais t'es pas bourré comme tu sors d'une poutine chez Stratos. T'sais. Ouais. Fait que là, t'es nourri, en fait, plus que bourré. Moi, je veux plus nourrir le lecteur que les bourrés. Puis s'il y a encore faim quand il y a un livre qui va arriver, tant mieux. Ouais. Ben est-ce que justement tu peux les référer à tes autres livres quand il dit ça? C'est sûr qu'un lecteur qui arrive, il y a au Salon du Livre à Montréal cette semaine, il y a plein de lecteurs qui me disaient c'est la première fois, j'ai entendu une critique à Paul Arcand ou ailleurs, ça m'a vraiment donné le goût, j'y pensais, mais là je rentre dans ton univers. Ben, si vous aimez ça, madame, il y en a 6 autres. Puis justement, parmi ces 7 romans-là, est-ce qu'il y a, selon toi, un élément qui est commun à tous ces livres-là, qui se retrouve dans tous tes livres? C'est vraiment dur à dire. À part, et c'est une évidence, le fait que je les ai tous écrits. Okay? Donc, tu dirais, ben oui, c'est bien innocent de dire ça. mais ce que ça implique, ça, c'est que toutes ces histoires-là viennent d'un même cerveau. Viennent d'une personne, dans mon cas, un homme de... Ben là, j'ai pas toujours le même âge, mais tu sais, je peux rien changer au fait que je suis né à Québec en 1972, avec les parents que j'ai eus, 2 parents profs. Je suis pas né en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre. Je suis pas né au Tchad pendant la famine. Tout ça fait que je contribue à mon point de vue sur le monde. Ensuite, je me rends compte que j'écris souvent des histoires de gars ou autour des gars. Tu sais. Okay. Les Abysses, justement, c'est la première fois où j'ai des personnages féminins qui sont au premier plan de l'histoire. Peut-être parce que j'étais pas assez bon pour me mettre dans la peau d'une femme, justement. Donc ça, on m'a déjà dit ça, que j'écrivais sur la condition masculine, ce qui me va tout à fait.
Et même malgré que c'est pas ce que je veux faire, c'est pas un manifeste masculiniste, mes affaires, vraiment pas. La preuve, c'est que à vue de nez, le 2/3, voire presque le 3/4 de mon lectorat, c'est des lectrices. Donc, même si j'écris des histoires de gars, je suis capable de mettre assez de vérité et de sensibilité pour que les filles puissent s'intéresser à ça aussi. À part de ça, j'avoue que j'aime bien explorer la nature humaine et par exemple, dans Les Abysses, je reprends... J'avais abordé cette question-là dans La Chute de Sparte, dans Naufrage aussi, toute la question des médias sociaux. Comment les médias sociaux traitent des nouvelles. Le suicide dans La Chute de Sparte, le drame familial dans Naufrage, l'histoire du boucher de Bécomo dans Les Abysses. Comment ça, c'est repris par les médias sociaux. Comment collectivement on délire puis on dérape avec les médias. Ça m'intéresse de parler des médias sociaux dans la littérature. C'est quoi ton opinion là-dessus, sur la façon de traiter des drames ou des événements difficiles? Quand j'ai fait Les Abysses, puis je me suis documenté à propos de notre système de justice avec des avocats puis tout ça pour essayer de comprendre comment ça marche. Puis ma conclusion de ça, c'est que le système de justice, il est très complexe. Hein. Puis c'est pas pour rien qu'il est complexe. C'est parce que rendre justice, c'est extrêmement complexe. À chaque fois que tu établis un pouvoir, tu sais, dans Game of Thrones, mettons le jeune roi qui vient, hey, j'ai une couronne. Ouais, mais OK, mais sais-tu qu'est-ce que ça veut dire avoir une couronne? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a deux paysans qui s'ostinent pour une chèvre ou un chameau, là, ben, ils viennent te voir, puis ils ont confiance en toi, ils attendent que tu rendes la justice. Et c'est extrêmement compliqué rendre la justice. Puis ça, tu t'en rends compte quand tu deviens parent. Quand tu deviens parent, là, il y a 3 pouvoirs dans une démocratie. Le pouvoir législatif, les députés qui font les lois. Le pouvoir exécutif, l'appareil de l'État puis la police qui applique les lois. Puis le pouvoir judiciaire qui, lorsqu'une loi est brisée ou enfreinte, doit sanctionner celui qui a enfreint la loi. Et tout ça doit fonctionner en bonne intelligence puis en bonne concorde. Sinon, un des 3 qui ne marche pas, la démocratie s'effondre. Et dans le cas des réseaux sociaux, on veut rendre justice, mais on n'a pas les éléments de preuve, on n'a pas l'enquête, on n'a rien. On a juste des apparences et des rumeurs, nourries par les médias sociaux eux-mêmes. Donc, bien sûr que quand tu vois le docteur Turcotte ou Hugo Fredette, tu voudrais les envoyer en prison pour toujours, point barre, puis tu voudrais même pas gaspiller d'énergie puis de temps. Mais la base de notre système de justice, c'est vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent dedans. Puis ça, il faut accepter que des fois, si la preuve est mal recueillie, comme dans le cas de Cédrica Provencher, par exemple, on a une bonne idée de ce qui s'est passé, mais comme la preuve n'a pas été recueillie correctement, on ne peut pas agir. On peut pas. Ouais, toute une histoire, ça. C'est toute une histoire, en effet. Puis c'est normal, ça vient nous chercher, c'est frustrant. Absolument. Dans le cas il n'y a pas pire crime qu'avec des enfants, c'est certain. Puis après, on se met dans la peau de la famille, puis qu'est-ce qui arrive, comment on se sentirait si c'était mon enfant à moi et tout. Donc, on a très peu d'informations parcellaires. On n'a aucune idée de la façon dont la justice fonctionne. Et nous, on rend justice. On donne des sentences à vie sur Internet avec un lot d'insultes en prime. Ça mène pas à grand-chose, tout ça, tant qu'à moi. Ouais. Moi, les recherches, plus je me documente par rapport au système de justice, plus j'ai tendance à dire, oh, attends un peu, là. Comment la preuve a été recueillie? Est-ce que ce gars-là a eu sa chance de se défendre? Est-ce qu'il est vraiment coupable? Est-ce que c'est pas l'autre qui est coupable? Est-ce qu'il protège quelqu'un? Tu sais, je veux dire, il y a une infinité de cas de figure, là. Dans le cas de Naufrage, j'avais travaillé sur la négligence criminelle. C'est très difficile de dire la madame qui a freiné pour éviter des canards sur l'autoroute puis qui a causé la mort de 2 personnes, elle voulait pas mal faire. Elle mérite-tu vraiment d'aller en prison? Tu sais, oui, non, ça se défend, ça se débat. Ouais. Puis c'est certainement pas sur Internet en disant crise de conne ou bien toi, crise de cave, de dire que c'est une crise de conne. Ouais. On n'avance pas avec ça. Non, vraiment pas. Puis j'ai eu une idée que j'ai perdue entre-temps, là, mais... On coupera tout ça au montage. Exactement. Mais non, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Tu parlais de Naufrage, de tout... en fait, tu abordes le sujet d'un parent qui oublie son enfant dans la voiture et que l'enfant il meurt.
Puis je t'écoutais en entrevue, puis tu disais qu'aux États-Unis, ils recommandent aux gens de placer les appareils électroniques sur le banc arrière pour pas que les gens oublient l'enfant, parce qu'ils oublieront pas leur sel, évidemment. C'est fou pareil, mais c'est ça. C'est quand même assez désolant, mais c'est ça, toi, de ton côté, c'est quoi ton rapport à la technologie? Là, on a parlé de médias sociaux, mais technologie en général... utilisation de cellulaire et tout ça. Rapport amour-haine, je pense. C'est-à-dire que... Je t'imagine pas comme quelqu'un très accro à son cellulaire. Ce serait surprenant. Ouais. Tu parles à ma blonde. Ah ouais? Elle dit, t'es souvent sur ton téléphone. J'aime le fait de pouvoir payer des comptes ou de régler une hypothèque vite, en bobette dans mon salon. Là, ouais. Pic, puis avec le téléphone. Ça, je trouve que la technologie a des avancées énormes dans les applications qu'on peut avoir. Mm-hmm. Maintenant, moi, je me rends compte que ma capacité de lecture et de concentration quand je lis, elle a diminué. Moi aussi. Puis c'est en partie dû au papillonnage puis au butinage qu'on fait quand on est sur Internet. Je suis convaincu de ça. Mm-hmm. De se rentrer dans un grand texte uniforme, là, cohérent, qui a une logique, puis qui nous demande d'aller jusqu'au bout, ça je suis capable de faire ça de moins en moins longtemps. Ouais. J'imagine même pas les jeunes qui naissent là-dedans, là, mes propres enfants qui seront même pas capables de lire un livre au complet tellement ils vont se tanner. Là. Mm-hmm. Ben c'est ça, on vient habitué à aller chercher des fragments, une gratification, aller chercher peut-être plus de plaisir, là, mettons. Avec des notifications tout le temps. Exact. Tu vois, moi, mes notifications, j'en ai pas. Okay. Si j'en ai, elles sont silencieuses. Moi, je veux pas. En ce moment, je te parle, mon téléphone il est fermé, je suis pas en train de regarder. À moins que j'attende un téléphone très important que je dois prendre, ça va, mais je vais pas regarder mes notifications à chaque fois que quelqu'un like un de mes tweets. Il y a des gens qui le font. Moi, je trouve que ça t'empêche d'être dans le moment présent, ça t'empêche d'être totalement là. J'adore aller dans le bois justement pour me débrancher. Moi, je suis pas quelqu'un qui va faire une crise cardiaque parce que j'ai pas de réseau. Là. Vraiment pas. Au contraire, des fois, je trouve que ça fait du bien. Vraiment, oui. J'envoie mes enfants dans un camp de vacances, justement, à Minot, là, près de Shawi, là, Minot-Gami, pour les débrancher, puis pour les rebrancher sur la nature aussi. Donc, j'essaie de me dire que je tire le meilleur de la technologie. D'ailleurs, écouter un podcast, il y a quelques mois, là, Lewis Howes, je ne sais pas si tu connais, un entrepreneur américain qui reçoit... tout type de monde, en fait. Là, il y avait reçu un gars qui a écrit un livre sur justement l'utilisation des technologies, l'utilisation des cellulaires et comment ça affecte notre concentration. Là. Et il disait exactement ce que tu dis, en fait, là, c'est qu'on n'est plus habitué d'être concentré sur une seule tâche à la fois. Tellement habitué de passer d'une chose à l'autre, puis d'avoir ce petit plaisir-là, de la petite notification ou l'Instagram qui nous divertit, puis qui nous sort un peu des fois d'une tâche qui peut être difficile, justement, là. Tout ça, c'est conçu sur le même principe que la gratification puis la bonification des jeux vidéo. C'est-à-dire, si tu accomplis une petite tâche, donc si tu fais une story sur Instagram, tu vas avoir des gens qui vont réagir à ça. Tu vas avoir des petits cœurs. Bing, 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 comme des scènes à Mario Bros. Tu sais. Fait que ça, je veux plus de cœurs, j'ai plus de cœurs qu'hier, j'en ai plus que toi, nanana, je suis plus populaire, donc je suis meilleur. Ah, puis j'imagine pas avec les ados, là. C'est ça, ça peut te tordre un cerveau et te scraper une image que tu peux avoir de toi aussi. Parce que c'est pas parce que tu as des belles photos qu'un filtre avec des oreilles de chien que tu es une meilleure personne que l'autre qui lit un livre tout seul dans son coin, tu sais. Ouais. Alors, moi, comme parent, j'essaie d'être vigilant par rapport à ça, mais je peux pas donner... Il faut que je donne l'exemple. Je peux pas dire à mes enfants pas de sel à table quand moi, je suis en train de tweeter en dessous de la table sans qu'ils s'en rendent compte, tu sais. Mais justement, comment t'agis avec tes enfants, là? T'as une fille de... J'ai une fille de 9, un gars de 13. Jusqu'ici, tout va bien. Mon gars vient d'avoir un téléphone donc où on peut le rejoindre. Je trouve pratique de pouvoir le rejoindre. Est-ce que toi, il y avait une âge... Est-ce que tu avais une âge en tête pour qu'il y ait un téléphone, une âge minimum? C'était comme... Pour moi, c'était comme je vais mettre un barrage le plus tard possible, sachant très bien qu'il est déjà fissuré. Puis qu'à un moment donné, j'ai beau mettre de la gomme un peu partout, le flot va l'emporter. Fait que ça, c'est allé graduellement. C'est son grand-père qui a donné son vieux téléphone. Là, il y avait juste... il pouvait juste se brancher quand il y avait du réseau. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un compte Instagram où il y a plus d'abonnés que moi, soit dit en passant, parce qu'il fait du skate,
puis qui est pas mal bon, puis fait des petites vidéos de skate. OK. Donc là, là, j'ai dit, ben écoute, là, t'es sur Instagram, tu t'abonnes à moi et je m'abonne à toi. Là. Tu peux voir ce qu'il fait. Ben là, c'est la moindre des choses. Puis si tu voulais publier quelque chose que tu voulais pas que je vois, publie-le pas. C'est ça que ça veut dire. Mais pour l'instant, c'est des trucs de skate, c'est très correct. Ma fille n'est pas encore rendue là dans l'espace public, au primaire. Sinon, ben, tu sais, j'essaie. C'est parce que tout ça part d'une cohérence. C'est sûr que quand tu as des enfants, tu fais le souper, ou quand tu es avec tes enfants, c'est vraiment plus simple d'écrisser sur un écran. Exact. Surtout des jeunes enfants. C'est ça le problème. Ils trouble, ils disent rien. Il y en a énormément qui font ça, là, qui vont chercher la facilité. Là. Moi, je pense à genre une fois, je suis allé déjeuner au resto avec mon ami, la petite famille à côté, puis tout le long qu'on a déjeuné, les 2 ou 3 enfants, ils n'ont pas quitté leur appareil. Puis ça, du déjeuner, comme client à côté, t'es bien content parce que t'as la paix. 2-3 enfants au restaurant qui ont fini de manger leur toast, ils deviennent insupportables. Mm-hmm. Mais moi, comme parent, attends, au restaurant, ben, j'essaie de jouer au bonhomme pendu avec ma petite. Ou de raconter des histoires ou des jokes. Ou en tout cas, c'est-à-dire que ça me demande... L'écran, c'est la pente naturelle. Tout nous mène à ça. Pour la combattre, moi, ça me demande comme parent une présence. Faut pas que moi, je sois sur mon téléphone. Moindrement que je sois sur mon téléphone, ils ont une licence, ils tombent sur leur téléphone eux-mêmes. Alors, il faut que je sorte de là moi-même, ce qui me fait du bien. Puis, il faut que j'entre en contact avec eux. Il faut que je leur parle. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? As-tu vu tes amis? Tout ça. Mais ça demande beaucoup plus de temps comme parent. Puis, quand tu es monoparental, puis tu vas cuisiner, je comprends que tes enfants soient sur l'écran pendant ce temps-là parce qu'ils chicanent pas puis t'as pas de police à faire. Fait qu'il y a des moments. Ben, il y a des moments, puis chaque... Faut doser. Tu sais, c'est clair que ça prend un contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, tu peux mourir carrément. Tu peux devenir malade, en tout cas très malade. Tu t'alimenteras pas bien. T'envoies des fois des gamers, là. Ils jouent 3 nuits de temps, là, ils sont verts, ils mangent pas. C'est le Red Bull. Ça n'a pas l'air beau, là. Ouais. Donc, tu sais, moi, la première fois que j'ai eu un iPhone, moi, j'avais jamais eu de téléphone cellulaire. C'était un iPhone avec des applications. J'étais en tournée avec Loco. J'ai passé la nuit à me trouver des applications dans l'App Store. Tu sais, je capotais, là. Puis là, maintenant, j'y retourne de temps en temps, mais pas plus, là. Pour retourner un peu à l'écriture, j'aimerais ça savoir, as-tu une manière vraiment de fonctionner? Comment tu fonctionnes quand tu recommences un processus là, pour écrire un livre? Est-ce que tu commences avec une idée, un personnage, un message que tu veux passer? C'est quoi le début à tout ça? Ben, le début, c'est ça. C'est aussi cave que ça puisse paraître. C'est que le début de l'écriture, c'est la réflexion. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train d'écrire mon prochain livre. Okay. Et en ce moment, je n'ai aucune idée de ce que je vais aborder dans mon prochain livre. Donc, je suis en processus de réflexion. Quand j'ai trouvé une histoire avec un personnage principal ou quelques personnages principaux, puis je sais un peu où je vais m'en aller, là, ça va être l'histoire de là, un genre de synopsis qui peut tenir en 4-5 phrases. Là. Okay. Là, je peux commencer à écrire. Mais tant que j'ai pas ça, moi, ça me donne rien d'aller me mettre à écrire. Puis le processus de réflexion, c'est quoi qui est proactif ou ça se fait un peu comme là, tu t'en viens ici tantôt puis tu y penses? C'est toujours et jamais avant de m'endormir. C'est souvent aussi, c'est très con, mais c'est ça pareil. C'est que quand tu viens de finir d'écrire un livre, tu as puisé toute l'inspiration dans le puits de l'inspiration. Donc, quand tu as puisé toute l'eau d'un puits, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y en ait d'autres? Il faut t'attendre qu'il pleuve. Puis la nappe phréatique va le remplir. Fait que c'est la même chose. Si je veux avoir des affaires à dire, il faut que je vive moi-même. Il faut que je regarde les autres vivre aussi. Donc, en ce moment, je suis dans un mode relativement voyeur et curieux. T'sais. Tout m'intéresse. L'aspect physique des gens. Beaucoup d'observations. Beaucoup. Moi, il n'y a rien que j'aime plus. Me promener dans une rue le soir et d'avoir autant de télévision dans la vie des gens que les fenêtres éclairées. Quand il fait noir, là, c'est comme si c'est des petites télés. Là. Tu te promènes dans une rue, tu as 100 télés avec 100
100 petits téléromans de vie complètement différents. Puis à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'ils vivent, eux autres? Ils sont en train de manger. Il fait à souper. Il fait ses devoirs. Il s'engueule avec sa blonde. C'est un peu... il y a un aspect un peu voyeur à ça? Complètement. Ouais. Complètement. Je pense que je l'ai en moi depuis longtemps. Mais depuis que je suis écrivain, c'est pire que tout, là. C'est-à-dire que rien de la nature humaine ne doit m'être étranger. Peut-être je vais parler des croque-morts ou des sables bitumineux dans mon prochain roman. Alors, il faut que... Je vais peut-être avoir besoin d'un camionneur, d'un croque-mort, de n'importe quoi. Fait que tu t'ouvres vraiment tu te mets pas de barrière, tu t'ouvres pas mal à tout, puis il faut que tu sois curieux. Oui, curieux de tout. Tu as le goût de découvrir. Puis ça peut être curieux vraiment de tout, là. D'aller ressentir... Tu sais, Google Maps, c'est le fun, là. YouTube aussi, mais des fois, si tu veux décrire une odeur, il faut que tu l'aies senti pour mettons, tu veux parler de l'écurie, mais il n'y a rien comme aller dans une écurie puis décrire sur place ce que tu sens. OK. Tu fais ça des fois? Est-ce que tu vas écrire à des endroits loin de chez vous? Si je vais pas écrire sur place, à tout le moins, quand je suis sur place, je prends des notes. Je pense à Cadillac, par exemple, mon avant-dernier roman, il y a une partie qui se passait à Asbestos. À un moment donné, j'avais une conférence à Asbestos. Donc, je suis allé, j'ai circulé dans les rues, j'ai pris en note le nom des rues, j'ai regardé la maison avec une adresse où je me suis dit, OK, ça va être ça, sa maison, telle adresse. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme description en face, il y a quoi, nanana. Alors, oui, je fais du repérage, en fait, comme on fait au cinéma. Il y a quelqu'un en Abitibi, là, que le livre, il se passe chez eux, là. Pour ce qui est de Cadillac, oui. Pour ce qui est des abysses, la maison du boucher de Bécomo, c'est l'ancienne maison de mes grands-parents qui a brûlé. OK. Au coin Blanche et puis Jalon. Fait que oui, il y a t'aimes ça ancrer ça vraiment dans le réel, oui. Puis je dis ça, puis dans Mort Terrain, j'ai inventé le village, carrément. OK. Alors, là, on n'est pas dans le réel, mais malgré tout, oui. Parce que le village n'existe pas, mais tout ce qui se passe pourrait exister. Tu t'es imaginé des choses qui pourraient se passer n'importe où, en fait. Là. Oui. Ouais, fait que t'as aussi écrit un livre en collaboration avec ta fille. Oui. Donc, qu'elle a illustré. C'était d'ailleurs ton premier roman jeunesse? Ouais, c'est pas un roman, là, c'est 10 petites histoires, mais oui, C'était mon premier livre jeunesse. Puis, toi, en tant qu'enfant, est-ce que tu lisais beaucoup? Est-ce que c'est de quoi que tu veux transmettre aussi? Oui, j'aurais aimé transmettre ça parce que mon garçon ne lit absolument pas. Je dois me battre ma vie pour qu'il lise des bandes dessinées. Lui, il est vraiment génération YouTube, là. Puis, tu sais, je mets pas ça aux poubelles, là. Quand il est meilleur que moi en skate, bien meilleur que j'étais à son âge parce que il y a des tutoriels de kickflip. Je veux dire, tu as le kickflip au ralenti, exactement où placer ton pied, où le faire soigner. Il y a tout, là. Écoute, moi, on n'avait pas ça, là. On avait une vidéo de VHS avec Bones Brigade qui faisait du skate, puis moi, commençait, quand je faisais du skate aussi, il commençait à avoir des vidéos un peu, puis là, pas en bonne qualité comme là. Ben, c'est ça. On faisait ça aussi. On checkait, on essayait de voir quand il faisait son kickflip. OK, il fait ça de même. Puis là, maintenant, il y a un gars qui te le dit, c'est au ralenti, il te pointe des flèches. Ça, il peut te faire une vidéo complète 10 minutes sur le kickflip. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, bien sûr qu'il devient meilleur, puis tant mieux. Puis ça, il apprend plein de choses avec YouTube. Des documentaires sur les trous noirs, puis tout ça. Puis c'est parfait. Maintenant, moi, je demeure convaincu que c'est important. La lecture, elle formate le cerveau d'une certaine façon. Je pense que cette façon-là, c'est bien qu'elle persiste dans l'humanité. Tu sais. Donc, moi, je lui interdirai jamais d'aller sur YouTube. Mais mettons, le soir après souper, il n'a plus le droit d'avoir d'écran. Il faut qu'il lise. Mais bon, il le fait-tu tout le temps? Je ne sais pas. Ma fille, elle est plus lectrice, mais elle a un petit problème de dyslexie, fait que c'est plus difficile pour elle de lire, mais elle aime les livres, elle aime la lecture, elle aime que je lui raconte des histoires, elle aime en lire elle-même. Donc, ça, je suis content de ça, évidemment. Sinon, le livre pour enfants, c'est 10 petites histoires, c'est Flavie, de la vie de Flavie, une petite fille de 6 ans, qu'on a plus ou moins calqué sur Alice, là, ma fille. Et on a pris des petites histoires qui nous étaient arrivées dans la famille. On a raconté donc une perspective familiale avec le grand frère qui joue au hockey, le petit chat, le papa et maman.
Et elle a, c'est ça, illustré toutes ces histoires. J'aime ça que je t'écoutais parler de ça un peu, puis tu disais que ce livre-là a permis vraiment d'ouvrir une communication différente peut-être avec ta fille sur différents sujets. Ah oui. À quel niveau, par exemple? Ah oui, écoute, à tous les niveaux. C'est un livre qui m'a qui m'a permis de me rapprocher de ma fille, et le fait que je me sois rapproché de ma fille a permis ce livre-là aussi. Et tout ça commence à Trois-Rivières, d'ailleurs, au Salon du livre de Trois-Rivières. On m'avait demandé, comme écrivain en résidence, d'écrire un texte par jour, pendant 4 jours. Comme un moment donné, je me promène, j'étais dans le quartier Sainte-Cécile, je me promène, puis je vois une cour de récréation avec plein d'enfants qui jouent, puis une petite fille qui est assise toute seule sur un banc. Puis là, Alice, elle m'avait dit, elle, qu'à cause que c'était chicané avec une de ses amies, que ça faisait... Tu sais, parce que quand tu demandes à tes enfants, ça tu bien été à l'école aujourd'hui, ils vont te dire oui. Ils disent tout le temps oui. Ben oui, c'était correct. Mais c'est-tu vraiment oui? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Fait que là, elle me dit, ben ça fait plusieurs jours que il appelait ça le banc des joueurs. Là. C'est un banc sur lequel tu vas t'asseoir quand tu n'as pas d'amis. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que c'est super efficace parce que ça te stigmatise comme n'ayant pas d'amis. T'sais. Alors, puis rien de plus loser qu'un loser. Fait que ça, en tout cas, ça reste à travailler pour l'école. Mais bref, elle me disait qu'elle passait sa récréation tout seule. Puis ça m'avait beaucoup marqué. Puis là, je me disais, OK, ma fille, elle vit plein de choses à sa hauteur, là, à hauteur d'enfant. Puis moi, elle arrive le soir, elle pique une crise, elle est impatiente, tout ça. Puis moi, je me fâche. Là, je veux pas qu'elle me crie dans les oreilles, fait que je crie par-dessus. Puis là, au final, elle va brailler dans sa chambre, puis dans le fond, elle braille parce qu'elle n'a pas d'amis à l'école. Mm-hmm. Puis moi, j'en ai remis une couche par-dessus, puis elle s'est fait chicaner en plus. Hey, c'est une journée de marde, là. Ouais. Fait que là, moi, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Puis là, on a parlé justement du banc des joueurs. Le banc des joueurs, c'est une histoire de Flavie. Et puis là, elle allait dessiner ça, puis après ça, plein d'autres histoires, des fois qui sont plus drôles, des fois plus tristes. Ça a dû lui permettre d'extérioriser un peu, oui. D'exprimer des émotions. Clairement. Même chose encore hier, elle pleure parce qu'elle trouve pas son toutou préféré, Alice. Regarde, là, tu as 9 ans, c'est fini de pleurer parce que t'as pas ton toutou. Il y en a un là, prends-le, puis elle me dit, j'ai dit, c'est-tu parce qu'il y a d'autres choses? Elle dit, non, il n'y a pas d'autres choses. Bon, elle finit par pleurer un peu. Là, je monte écouter le hockey, 8-1, Boston. On va leur dire. Puis, à un moment donné, elle monte, elle dit, je suis pas capable de m'endormir. Je dis, OK, je vais descendre, je vais aller te mettre de la musique, puis je vais descendre. Puis là, j'y mets de la musique de méditation, puis j'ai dit, tu sais, quand tu pleurais tantôt, c'est-tu parce qu'il y a quelque chose avec les amis à l'école? Elle dit, ouais, puis là, elle commence à me raconter le truc, tu sais. Puis, au final, c'était pas si pire que ça. Mm-hmm. Mais au moins, ça a permis de vider la chaudière. Tu sais, la chaudière, si en tombe t'as vide à mesure. Ça n'en fait pas beaucoup. Mais si tu vides jamais la chaudière, puis à un moment donné, ça déborde, là ça va dans tous les sens. Là. Fait que là, tu sais, hier, puis là, j'ai essayé d'y donner des trucs, des clés. Tu sais, bon, t'es l'ami, t'es gentil avec, mais elle veut pas jouer avec toi. T'es pas obligé. Va jouer avec d'autres amis, puis peut-être vous raccommoderez, le temps va passer, tout ça, mais t'es pas obligé d'être à 4 pattes avec quelqu'un qui veut pas jouer avec toi non plus. Ça se peut qu'on n'ait pas le goût de jouer avec quelqu'un des fois. Tu sais, mais tu sais, je me rends compte d'une chose. Les filles à l'école, elles sont extrêmement méchantes entre elles. Puis, ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé. Puis dans mon temps aussi. Si ça a changé, ça a peut-être un peu empiré. Et c'est l'angle mort des luttes féministes, ça. Dès le primaire, la méchanceté des filles entre elles. Et c'est même pas lié aux garçons. Les garçons, ils jouent pas avec les filles. Ils jouent au ballon, puis ils se tapent sa gueule, puis ils continuent. Je sais, j'en ai eu, moi, un garçon et une fille. Pas du tout la même chose. Les filles peuvent empêcher d'autres filles de jouer avec des filles. Il y a un contrôle, il y a des menaces, il y a des rumeurs empoisonnées. C'est d'une violence et d'une méchanceté. Et ça devrait être complètement saisi par les études féministes, cette méchanceté des filles entre elles. C'est quoi le lien que tu fais avec le féminisme? Juste pour que je comprenne. C'est-à-dire qu'on dit souvent que
que les filles sont victimes du patriarcat de toutes sortes de façons. Tu sais, que à cause d'un système qui est en place, les filles pâtissent des boys clubs ou des décisions des garçons ou des trucs comme ça. Ils ont moins bon salaire. Dans une dynamique de travail, elles sont exclues des clubs spontanés de loisirs, de ligues de garage, de tout ça. Je veux bien. Mais toutes ces études-là ne tiennent absolument pas compte de la méchanceté que les filles... Puis dans un milieu de travail, toutes les filles vont te le dire, les filles sont méchantes entre elles. Puis ça part de très loin. Moi, je le mesure à la cour d'école. Mm-hmm. C'est malade, là. Il y a une relation même peut-être de pouvoir entre les filles, entre elles. De compétition, de désir de voir l'autre souffrir et se planter. Ça peut être sidérant. Ce qu'il y a là, et personne ne s'intéresse à ça. En tout cas, pas que je sache. Dans les écoles, il n'y a pas de groupe spécial pour analyser le problème de l'intimidation et de la violence chez les filles entre elles. Mm-hmm. On dirait que si c'est pas les garçons qui commettent pas la violence, elle n'est pas plus grave que ça. Tu sais. C'est vrai, j'avais jamais vu ça de même. Moi, ça m'a beaucoup marqué, puis bref, on aborde ces questions-là même d'un angle à la hauteur d'enfant, mais on l'aborde quand même, la question. Mm-hmm. Tu sais, par exemple, Flavie se demande, sur le banc des joueurs, justement, elle dit quelque chose comme maman dit que les filles sont fortes et qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, mais pourquoi les autres filles sont si méchantes avec moi? Ce qui est une crise de bonne question, dans le fond, là. Fait que depuis ce temps-là aussi, ça le... Comme avec l'exemple que tu disais tantôt, ça t'a amené une vision un peu différente où ce que tu es peut-être plus attentif à ce qui se passe avec elle. Puis complètement. Absolument. OK, elle me crie après, mais ça veut dire qu'il y a de quoi qui se passe peut-être ailleurs. Oui. Là. Puis quand elle fait des crises pour mettre ses mitaines en baleine, peut-être parce que son ami, ça fait 2 semaines qu'elle arrête ses mitaines baleine. Tu sais. Mm-hmm. Fait que tu comprends, il y a plein, avec les enfants, il y a souvent plein de choses derrière une réaction émotive. Tu sais. Puis t'as-tu utilisé le livre pour passer un message aussi oui, sur l'intimidation? Je pense que oui, mais vraiment pas avec une pelle puis une scie à chaîne. Là. Subtil. Oui, vraiment comme... Il est arrivé ça à Flavie. Donc, pour moi, c'est comme des portes de discussion qu'on en trouve entre le parent et son enfant, des prétextes pour discuter. Puis tu sais, c'est 10 petites histoires avec chacune de leurs thématiques. Le mensonge, par exemple. Les enfants vont mentir, puis des fois, ils savent même pas qu'ils mentent. À un moment donné, ça fait une histoire de Flavie. Ça s'appelle Les moustaches de Roquette. On s'aperçoit que les moustaches de notre chat sont coupées. Elle a perdu ses moustaches. Là, on fait une enquête. On demande au vétérinaire, est-ce qu'un chat peut faire de la calvitie de moustaches? Ça tombe-tu des moustaches? Ben non, ça tombe pas. Quelqu'un les a coupées, forcément. Quelqu'un, mais qui? Alors là, je demande à Louis, mon plus grand, t'as-tu toi? Non, c'était pas moi, c'était pas ma femme. Alice, c'est-tu toi qui as coupé les moustaches? Non, c'est pas moi. Puis elle me disait, non, c'est pas moi. Puis elle aurait passé le détecteur de mensonges, puis c'était clair que c'était pas elle. Puis à un moment donné, sa mère, la mère d'Alice, a dit, Alice, il y a quelqu'un qui t'a vu couper les moustaches. Je dis, hein? Qui ça? Le Père Noël. Hein? Il est bien pas fin, le Père Noël, de l'avoir dit. Ben oui, mais tu peux pas faire ça, là, couper les moustaches. Là. Donc, elle venait. Mais elle, quand elle me disait qu'elles n'avaient pas coupé, elle était convaincue elle-même qu'elles n'avaient pas coupé. Là. C'était malade, comme un psychopathe. Là. Mais comment t'expliques ça, qu'elle était convaincue? Elle voulait comme pas... Comme si tu n'avais pas la permanence de l'objet. C'était passé, puis c'est pas moi. Elle avait de la misère peut-être à l'intégrer comme qu'elle avait pu faire ça. Ou en tout cas, je me dis une chance que, justement, c'est pas une tueuse en série parce que personne qui l'attraperait, là, elle n'est pas capable. Je croyais complètement à ce qu'elle me disait. Là. Fait que ça c'est un truc qu'on peut aborder avec les enfants, là, de dire la vérité, tout ça, puis à la fin, elle va dire, pendant le défilé du Père Noël, elle crie au Père Noël, je m'excuse d'avoir coupé le moustache du chat, puis je vais comprendre si tu me donnes moins de cadeaux cette année. Donc, il y a une morale. Il y a une conséquence. Aussi, il peut y avoir des conséquences à ce qu'on fait. Puis, les cauchemars la nuit, les vacances, le grand frère qui joue au hockey, enfin, toutes sortes de... le grand-père aux soins palliatifs, toutes sortes d'histoires de la vie quotidienne, mais vues vraiment à hauteur d'enfant. Puis, ce qui est très intéressant, vu par une enfant.
Parce que le rendu du dessin d'enfant naïf, on peut l'avoir par une illustratrice professionnelle. Mais la vision d'un enfant, ça, personne ne peut l'avoir à moins d'être un enfant. Mais ça fait une bonne transition avec le prochain sujet que je voulais te parler, en fait, qui est la langue française, parce que je t'écoutais à une conférence il y a plusieurs années qui se retrouve sur YouTube. Tu parlais que les langues, c'était vraiment une vision du monde. Puis quand il y a une langue qui meurt, on perd une vision. Oui. Donc, tu parlais de ce point-là aussi pour démontrer toute l'importance de préserver la langue française ici, parce qu'on est vraiment les seuls à pouvoir amener cette vision-là de l'Amérique. De l'Amérique, oui. Exact. Puis, en ce moment, au Québec, je sais pas si c'est de quoi que tu suis, mais l'état de la langue française, elle se porte comment? Ben, moi, j'habite à Montréal depuis 20 ans. Vois-tu un changement? Oui, d'un point de vue montréalais, il y a une dégradation notoire dans toutes les catégories, en fait. Puis pourtant, tu sais, on dit au Québec, par exemple, 95 ou 98%, je pense, ou 94%, au-dessus de 90% des Québécois, ce qui inclut pas juste des francophones, donc des immigrants et des anglophones, sont capables de soutenir une conversation en français. Bon, mettons que je veux bien, là, malgré que... Puis ça, c'est une autre affaire. C'est que d'un point de vue de méthodologie, quand on essaie de mesurer la connaissance des langues, Statistique Canada se base sur la bonne foi des gens. Okay? On ne fait pas passer de tests pour savoir si on parle anglais ou français. On demande aux gens, parlez-vous anglais, parlez-vous français? À la maison, êtes-vous capable de soutenir une conversation? Or, c'est un anglo qui dit, ben moi je parle français, je dis salade du chef et déjà vu. Déjà vu. Ben, si c'est ça ta capacité à soutenir une conversation, on est assez restreint. On parlera pas si on se rencontre dans la rue ou si on a une transaction commerciale ou si je vais chez le dentiste. Ouais. Et à l'inverse, un francophone qui parle correctement mais qui a un gros accent va dire « Ah non, moi je parle pas bien anglais, fait que je parle pas anglais. Donc, c'est des chiffres qui sont basés uniquement sur la bonne foi des gens, qui, à mon avis, ne correspondent pas au réel, d'une part. D'autre part, mettons que tu sais bien parler français, mais si tu ne parles jamais français, pour toutes sortes de raisons, parce que ça ne te tente pas, ou parce qu'on ne te le demande jamais, parce que nous autres, comme des caves, on parle en anglais à chaque fois que quelqu'un a un petit accent, ben on n'est pas plus avancé non plus dans l'espace public, le français recule, c'est sûr. Ouais. Dans l'affichage, on est revenu, on est revenu aux commerçants, puis c'est les jeunes là, qui tu leur demandes, tu leur dis en français, puis c'est comme, ils te regardent en disant, mais de quelle planète tu viens, man? Ils sont absolument pas... toutes les luttes linguistiques, la loi 101, les années 90, tout ça, le référendum, ils sont plus là pantoute. Tu le vois sur Twitter, sur Instagram, le nombre de francophones qui communiquent en anglais. Pourquoi? Pour que Brad Pitt soit ton ami sur Twitter. T'sais, voyons, là. Ouais. 2 francophones ensemble, là, qui se parlent en anglais sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Puis les jeunes voient ça, là. Ils voient des francophones qui s'expriment en anglais. Ben, puis... ça va de soi. Maintenant, n'importe quelle entreprise qui ouvre à Montréal par les francophones, ça a tout un hostie de nom en anglais, trendy, cool. Comme si on n'est plus capable de nommer ce qui est cool et ce qui est moderne en français. C'est comme moi, ça me désespère, ça. Ben, c'est ça, plusieurs problèmes. De plus en plus de... le monde des affaires, bon, ben ça c'est dur la mondialisation oblige tout ça. Si tu commerces avec des Japonais ou des Chinois, tu vas bien sûr parler en anglais. Je le comprends. Maintenant, est-ce qu'Hydro-Québec peut envoyer des factures en français à des abonnés comme Hydro One envoie des factures en anglais, comme n'importe quelle compagnie d'électricité envoie des factures en anglais aux États-Unis, même si les gens parlent espagnol. Je veux dire, à un moment donné, on aurait avantage au Québec là, à sortir pour voir comment les autres pays fonctionnent. Est-ce que l'entraîneur du Bayern de Munich pourrait ne pas parler allemand? Est-ce que tu crois ça, toi, au soccer? C'est impensable, c'est inimaginable. Alors qu'on a pensé il y a quelques années de nommer un entraîneur unilingue anglophone à Montréal. C'est comme, où est-ce qu'on est, là? Puis, bon, là, ça a rué d'un brancard un peu, mais pas les plus jeunes. Les plus jeunes,
Ouais. Ils veulent pas chicaner avec la langue, puis c'est plus facile, puis tout le monde parle anglais de toute façon maintenant. Puis on aime ça pratiquer, en anglais. Mais le fait est que si tu parles jamais en français, si cette langue-là n'est pas utilisée, ça va rester une épée qui va rouiller dans son fourreau, c'est tout. Alors, il y a une vision du monde qui va disparaître. Pourquoi? Pourquoi les Anglos, ils trouvent tellement ça cool à Montréal? Puis moi, je le sais, je m'en vais aux États-Unis une fois par année, je vais faire des tailgates dans le nord-est américain, puis tu dis que tu viens de Montréal, les gens se garochent sur toi pratiquement parce qu'ils te trouvent cool. C'est cool. Pourquoi c'est pas Toronto, puis c'est pas New York, puis pourquoi c'est d'autres choses, Montréal? Parce qu'il y a eu 150 ans de présence française avant la conquête. Parce qu'il y a une présence francophone depuis 400 ans ici. Parce qu'il y a une autre façon de voir le monde, justement. Puis que les Anglos qui viennent ici, on peut présumer que ça les dérange pas, cette vision du monde alternative-là, de cohabiter. Alors, les plus redneck, ils viennent pas à Montréal parce qu'ils veulent pas se faire chier avec la loi 101. Donc, ça nous donne théoriquement des gens qui, même s'ils sont anglophones, potentiellement plus ouverts d'esprit. Sauf que là, la loi 101, comme tu dis, au niveau de l'affichage, c'est pas tellement respecté. Non, tout à fait. Il y a un recul. Avec le commerce en ligne, on n'en parle même pas. Même pas capable de te faire payer des impôts à Netflix. Donc, on va pas commencer à légiférer avec Amazon. On n'a pas... À moins que le consommateur le demande en nombre suffisant, les grandes compagnies vont pas bouger. Puis on te demande même pas de changer ton nom. On te demande de mettre dans ta pancarte que c'est quoi le type de commerce en français. Café, Starbucks. On te demande pas de dire la tasse du taureau, là. Ouais. Puis ça te donne-tu le goût de t'impliquer en politique puis non, faire changer un peu les choses? Ça me donne pas le goût de m'impliquer en politique. Je pense que je peux faire changer des choses de façon très modeste, moi, en donnant l'exemple. Quand je m'exprime publiquement, comme on est en train de le faire, ou encore mieux quand j'écris un livre. Quand j'écris un livre, je pense que je peux un peu donner un peu mieux, plus le goût de parler français. Quand les gens disent « Ah, je connaissais pas ce mot-là, je suis allé dans le dictionnaire. » Parfait, tu vas apprendre un nouveau mot aujourd'hui en français. Tu vas apprendre que ce mot-là, c'est le bon mot pour parler de cette réalité-là. Je pense que c'est comme ça, moi, que je peux ou veux changer les choses. En politique, dès que tu es en politique, il faut que tu te fasses réélire. Puis si tu veux te faire réélire, ben là, tu peux pas. Il faut que tu ménages les anglophones de l'ouest de l'île parce qu'ils voteront pas pour toi. Puis à un moment donné, ça finit plus. T'aimes pas la game? Là, non. Je déteste la joute politique, la partisanerie, je la déteste. Ça m'éloigne de la politique. Tantôt, tu parlais des mots que les jeunes te regardent puis fait comme, ils font comme c'est quoi ça? T'as-tu des mots, par exemple, en français qu'on entend peu parler, mais qui existe un mot en français pour ça? Il y en a milliards. Tu sais, le style foodie, par exemple. Là. Le quoi? Le foodie. Là. Foodie? Ah, ouais. Un foodie. Là. Ouais. Mais en français, on appelle ça un gourmet. Un gourmet, c'est quelqu'un qui aime la bouffe. Je veux dire, pourquoi on n'entend jamais ce mot-là? Bon, des fois, il y en a, là... Il y en a bon, courriel est passé à l'usage, Instagrammeur. Moi, ça me va, tu sais, un que j'aime bien aussi, que les puristes n'aiment pas, mais c'est malaisant. C'est un mot qui n'existe pas à l'origine. Okay. Propre à susciter le malaise, il n'est pas dans le dictionnaire. Mais il traduit très bien ce que awkward veut dire, par exemple. Alors ça, moi, malaisant, 1000 fois, là. Bravo. C'est une belle création spontanée des jeunes francophones qui veulent traduire une réalité. Mieux vaut ça que l'utilisation d'un mot anglais. Ben oui, mieux vaut ça. Non seulement mieux vaut ça, il faut absolument garder que la langue française garde une capacité de création de la réalité nouvelle. Sinon, la réalité nouvelle va se dérouler, elle n'attendra pas le français puis l'académie. Puis là, tu vas juste pouvoir parler de moulin à vent puis de bateau à voile en français. Là. Ouais, puis tu faisais la comparaison avec la France, qu'eux, je sais pas si c'est encore le cas, là, v'là 9 ans, tu disais ça. Qu'eux, ils créent plus de nouveaux mots en français pratiquement, là, qu'ils utilisent des mots anglais. Ils ajoutent plein de mots, mais en anglais. Oui, ben c'est vrai, dans le langage populaire. Puis surtout, le langage populaire, il va pas avoir la Gestapo des mots. T'sais. On va pas envoyer la police chez les gens puis dans la rue pour voir comment le monde parle. Mais la publicité, les politiciens, les journalistes, les hommes d'affaires, les gens d'affaires, comment
comment ces gens-là ont une influence sur le langage, puis à quel point c'est pire que jamais, là. Tous des mots en « ing » en France, là. Sauf qu'ici, tu as une vieille garde qui est préoccupée par le combat linguistique puis la résistance linguistique. En France, la notion de résistance linguistique, elle n'existe pas en français, forcément. Sauf que ce que les jeunes Français en particulier doivent comprendre, c'est que le français a déjà été la langue politique de l'Europe. L'Europe du 19e siècle se construisait en français, se pensait en français. Les tsars russes parlaient français. C'était la conséquence de l'Empire napoléonien, de la colonisation en Afrique, qui faisait que cette langue-là avait un rayonnement, une force politique. Maintenant, l'Europe se construit exclusivement en anglais. Les anciennes colonies françaises en Afrique basculent à l'anglais. Donc, c'est une langue qui est en perte de pouvoir politique. Par contre, les démographes disent que d'ici 2050, le français sera la deuxième langue la plus parlée dans le monde. Donc, si on peut toffer, c'est le cas de le dire, jusqu'en 2050 au Québec, ben là, nos amis africains vont peut-être nous donner un poids. Parce qu'il y a juste une raison qui explique, ben, pas juste une, mais en tout cas, la principale qui explique le fait qu'une langue se répand ou non, c'est le poids de ses locuteurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent la langue ou pas beaucoup? Puis après ça, il y a le prestige et la force politique de la nation qui la parle. Puis après ça, ben, aussi, il y a la simplicité de la langue. L'anglais, je parle pas de l'anglais de Shakespeare, mais l'anglais des affaires, là. Tu peux te débrouiller avec 2000 mots de vocabulaire. Tu peux très bien te débrouiller en anglais. Pas apprendre l'anglais en écoutant Metallica puis les Simpsons. C'est une langue qui est facile. Il n'y a pas d'exception ou très peu. En conjugaison, tu rajoutes un S à il, puis c'est tout. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de masculin et féminin. Donc, le français, un de ses handicaps, c'est vraiment sa complexité dans sa grammaire, sa syntaxe, son orthographe. Puis tu sais, les exceptions orthographiques, pourquoi il faut mettre un i à oignon alors qu'il n'y a pas de logique? C'est souvent des anciens moines copistes qui, en recopiant, faisaient des erreurs. Donc, ces exceptions-là, on les apprend parce qu'elles sont des erreurs. Donc, techniquement, si on voulait que la langue française se répande, soit parlée par le plus grand nombre possible, il faudrait la simplifier. Mais tu sais, moi-même, tout un travail, dire là. Les chevals au lieu de dire les chevaux, j'ai mal à la tête. Moi aussi, on est habitué. Hein? Ben, on est habitué, puis il y a des grandes résistances. Mais peut-être qu'on pourrait se poser la question, j'y ai réfléchi un peu dans mon livre « La chaleur des mammifères » avec un prof de littérature. On te donne deux choix. La langue française va mourir telle qu'elle ou elle va survivre en évoluant puis en se simplifiant. Qu'est-ce que tu veux? Ben, peut-être que ce serait mieux qu'elle survive en mutant, en fait, en s'adaptant. Ben, surtout que si c'est pour devenir plus simple. Là. Tu sais, je pense que ce qui ferait peur au monde de ce changement, c'est le changement, en fait. Là. C'est complètement. Après ça, est-ce que ça appauvrirait la langue? Parce que la langue française est vraiment riche. Puis c'est ça. Faut dire aussi que c'est ce qui fait sa richesse et sa beauté. Les temps de verbe, le plus que parfait du subjonctif qu'on n'emploie jamais, mais qui malgré tout existe. Puis quand tu le vois puis qu'il est bien employé, tu dis « Waouh, respect! » Puis en même temps, mon gars, je le vois, il faut qu'il écrive un texte au passé simple. Mais je suis là, j'ai le goût d'écrire à son prof. Quand est-ce qu'il va écrire au passé simple? Peux-tu se contenter d'apprendre l'hostie d'imparfait puis le passé composé sans faire de faute, plutôt que de bosser avec des accents circonflexes dont il ne se servira jamais? Fait que moi-même, je suis un peu ambigu. Choisir son combat un peu, là. Exactement. Choisir son combat pour en gagner un ou deux de temps en temps. Parce que là, j'ai l'impression qu'on les perd toutes. Parce que c'est trop compliqué, ils font des affaires qui ne serviront jamais. Donc, on switch à l'anglais. Ouais. Puis les immigrants, c'est plus facile avec l'anglais. Fait que finalement, on veut bien, mais on perd tout. Puis on parle un peu de politique et de langue. Parlons un peu de souveraineté. La vision souverainiste, on se fait dire qu'elle est plus présente, que c'est pas le temps. Que c'est dépassé. Ben, à chaque élection, on en parle. Là. Sinon, on n'en parle pas tellement, en fait, là. Ben, premièrement, est-ce que c'est vrai? Deuxièmement, si oui, pourquoi selon toi? Ben moi, en tout cas, je veux dire, comment dire? Une idée peut pas être dépassée si elle n'a pas été réalisée. C'est-à-dire que
Le char qui t'a pas dépassé, ben, il t'a pas dépassé. T'sais. Donc, si la souveraineté n'est pas advenue, comme disait Miron, elle reste à faire, d'une certaine manière. Et moi, je peux pas comprendre qu'on dise que c'est une idée d'un autre siècle. Le processus de décolonisation, il a été fait effectivement en grande partie pendant l'après-guerre. C'est là qu'il y a eu le plus de pays dans le monde tout d'un coup. Que dire que je n'ai jamais dit pour convaincre quelqu'un de la pertinence de la souveraineté, si ce n'est qu'il y a environ 200 pays dans le monde. Sur ces 200-là, si on isole le PIB du Québec, on serait à environ, ça s'est peut-être amélioré depuis la 20e économie du monde. Ce qui est quand même pas mal. Mm-hmm. Parmi les 200 pays, il y en a qui sont grands comme Trois-Rivières en termes de population. Là. On s'entend, ouais. Là. Pourtant, ces gens-là ont leur drapeau, ont leur place à l'ONU, ont leur voix. Peut-être pas forte leur voix, mais ils ont la leur. Aucun n'est revenu en arrière. Jamais aucun pays qui n'a accédé à l'indépendance a dit « Ah, finalement, c'est quoi, c'était mieux avant, on va revenir avec vous. Mm. » Moi, ça, je pense que c'est le meilleur argument, en fait. Je veux dire, toute catégorie confondue. Il n'y a rien qui peut se passer de temps catastrophique. Il peut juste être du bon. Ben, il va peut-être avoir du mauvais, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y en aura pas du mauvais si on continue avec le Canada? C'est-à-dire que... Et tu penses le rapport positif-négatif est plus positif? Là? Ben oui, moi, oui, depuis toujours. Puis encore, pour moi, il y a peut-être d'autres raisons qui se sont ajoutées à ça, mais le fond de la pertinence de l'indépendance qui est non pas ce qu'on va décider, mais qui va décider. Mm-hmm. Pour moi, ça, c'est majeur. Falardeau disait « La liberté en soi, c'est une bonne chose. » C'est pour ça que moi, j'ai un peu de difficulté avec les souverainistes conditionnels, qui veulent d'abord établir un projet de société et après de rallier les gens à ce projet-là. Moi, dans mon pays, il contient ou il inclut plein de gens, même ceux qui ne pensent pas comme moi. Là. Même les gens de droite, un peu plus réac, même l'extrême gauche, ils font partie de mon pays, forcément. Puis, projet de société, moi, je veux bien, là, j'ai une petite idée, mais présentement, moi, je peux pas concevoir que si tu es un jeune dans la vingtaine et tu t'es allé marcher avec Greta Thunberg et tu dis « Ma plus grande préoccupation en ce moment, c'est l'environnement », je peux pas concevoir que tu puisses imaginer que ton destin politique est plus cohérent à l'intérieur d'un Canada pétrolier qu'à l'intérieur d'un Québec hydroélectrique. Mm. Moi, il y a là une incohérence de base. Puis là, j'ai même pas parlé de la langue, j'ai pas parlé du fait que nous autres, on taxe Netflix puis que le Canada le fait pas. J'ai pas parlé de 100 milliards de différences culturelles. J'ai juste parlé, un, des bienfaits de la liberté de façon intrinsèque, puis deux, de quelque chose qui est très en vogue en ce moment, qui est la cause environnementaliste. Moi, je pense que le projet qu'on doit vendre, c'est la République électrique. C'est-à-dire un État électrifié qui ramène le train partout sur le territoire, qui construit ses propres wagons en aluminium, avec de l'aluminium du Lac-Saint-Jean puis de Sept-Îles, et où tout est électrifié. Tout. Les trains, les voitures, le chauffage, tout. C'est une bonne vision, ça. Et qui fournit, non seulement il est bon puis il est beau pour lui-même, mais non seulement il rend les autres meilleurs parce qu'il leur fournit de l'énergie propre aussi dans tout le nord-est de l'Amérique. Et là, on me dira, ouais, mais ça peut être fait dans le cadre du Canada. Pas tant que ça. Le fédéral n'a jamais mis une scène dans Hydro-Québec. Et j'insiste, pas une. Tous les investissements d'Hydro-Québec ont été payés et absorbés par les Québécois. Et en ce moment, le fédéral rachète des lignes à Muskrat Falls, à Terre-Neuve. Là, il paye le fédéral paye pour le développement hydro de Terre-Neuve et jamais payé pour celui du Québec. Évidemment, je n'ai pas besoin de dire qu'il paye des milliards de dollars à l'industrie pétrolière qui est déjà elle-même milliardaire. Donc, moi, l'histoire de la péréquation de l'Ouest, je veux bien, mais moi, j'ai l'impression qu'une république électrique aurait objectivement même plus besoin de péréquation. Qu'en ayant le contrôle totalement de nos cours d'eau, parce qu'en ce moment, c'est très compliqué, hein? À la surface de l'eau, c'est le fédéral.
Donc, tout ce qui est port, quai, écluse. Et en dessous de l'eau, c'est le provincial, les ressources naturelles et tout ça, puis les pêches. Moi, imagine qu'on rapatrie le contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent. Là. Ben, si on décide que chaque bateau va payer de l'argent pour passer sur le Saint-Laurent, là, on va ramasser de l'argent. Il y en a une couple qui passe. C'est ça. Donc, moi, j'ai aucune inquiétude sur la pertinence d'un Québec indépendant. T'as même plusieurs bonnes idées, je pense. Là. Ben, je sais pas, mais moi, je comprends pas comment ça qu'il n'y a pas... Moi, je regarde autour de moi, j'ai vu la campagne électorale fédérale, à quel point les jeunes sont préoccupés par l'environnement. C'est majeur. Là. Harnache ça au projet d'indépendance. Il y a une cohérence là qui est... C'est pas que le Canada est pas fin puis le Québec est fin. C'est pas ça l'idée. Le Canada, aux enfants de tes petits-enfants, va être un État pétrolier. C'est ça la réalité. On va pas sortir du pétrole dans 10 ans. C'est pas vrai. Alors, ça, on va en prendre acte. Mais nous, on peut être électrique là. Dans 10 ans, on peut avoir tout électrifié. Là. Puis, est-ce que tu penses que c'est plutôt le chemin inverse qui se fait dans le sens que tantôt je te parlais que les médias, les politiciens disent que les gens sont plus intéressés en ce moment, c'est pas le temps. Ouais. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse dans le sens que les gens sont pas intéressés, mais en fait, c'est pas qu'ils sont pas intéressés, c'est que les jeunes, ils connaissent pas le projet souverainiste, puis les politiciens en parlent pas parce qu'il n'y a pas de casse. Ça, c'est un cercle. Exact, c'est un cercle. Là. Bien sûr. Par contre, moi, c'est ça. Je lis à tous les jours dans les journaux et les politiciens me disent à toutes les semaines que les jeunes ne veulent plus rien savoir de l'indépendance. Par contre, à chaque fois que je vais dans une école, dans une université ou dans un cégep ou que je parle à quelqu'un comme toi, je rencontre plein de jeunes de 20 ans et moins même qui sont intéressés par cette idée-là, mais ils ont dû creuser eux-mêmes pour savoir c'est qui René Lévesque. On leur parle plus de René Lévesque. Là. C'est comme, tout a changé. Là. Toi, je sais pas, t'as quel âge? Là? Tu es dans la trentaine, 29? Ouais. Bon, alors, déjà, t'as pas 16 ans non plus. Là. Déjà, t'as un bagage que les jeunes de 16 ans n'auront pas par rapport à cette question-là. Et malgré tout, il en reste qui sont encore intéressés. Mais c'est juste, ils regardent autour d'eux puis ils ont l'impression d'être tout seuls. Alors, je les comprends de ne pas vouloir aller se battre d'une certaine manière. Je comprends aussi que les porteurs de cette idée-là ne sont pas toujours des alliés très inspirants non plus. T'avais un gars comme Jean-Martin Hossan que moi j'aimais beaucoup à Option nationale. Je trouvais qu'il y avait le bon ton puis la bonne façon de rejoindre les jeunes. D'ailleurs, tu n'avais jamais vu autant de jeunes dans un rassemblement politique que du temps d'ON. Je l'aimais beaucoup aussi. Ouais. Et donc, c'est donc la preuve que ça peut exister, puis ça existe, en fait, des jeunes qui sont intéressés à cette idée-là. Moi il faut juste leur démontrer. Puis c'est même pas qu'ils sont contre. C'est que le Canada, c'est la pente naturelle. Le Canada, c'est ce qui va de soi. Par contre, on se rend pas compte aussi... c'est comme je te dis, il y a un prix à faire partie du Canada, comme par exemple, juste au niveau de la loi sur la laïcité, qu'on soit d'accord ou non avec cette loi-là, dans le détail ou non, n'en demeure pas moins que c'est une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec, qui est appuyée par une majorité de la population. Et contrairement à ce que plusieurs veulent nous dire, ce n'est pas une loi nazie ou des équivalents de cette loi-là, beaucoup plus durs, existent dans plein de pays européens et plein de pays musulmans. Donc, si on ouvrait, encore une fois, si on s'ouvrait sur le monde, on se rendrait compte que la loi sur la laïcité au Québec, elle est extrêmement smooth. Et elle a à cœur plein de choses. Maintenant, il y a énormément de défenseurs de cette loi-là qui sont des parfaits imbéciles et des parfaits racistes. C'est ce qui rend difficile la tâche à ces défenseurs qui sont de bonne foi. Tu trouves pas qu'elle brime un peu trop les droits et libertés? Ben d'abord, une chose qu'on doit savoir, les droits et libertés sont brimés partout, tout le temps. Là. Moi, si je travaille à la SAC pour te donner ton permis de conduire, j'ai pas le droit d'avoir un chandail Vive l'indépendance du Québec. L'État m'interdit de m'habiller comme je veux. Ça, c'est la réalité. Là. Puis qu'on ne vienne pas me faire croire que les croyances politiques sont moins importantes que les croyances religieuses. Donc, l'État, déjà, oblige les policiers à avoir un costume. Donc,
l'État, selon ton type de travail, intervient déjà dans ta façon de t'habiller. Deuxièmement, si on trouve que cette loi-là est sexiste, vise les femmes musulmanes notamment, c'est pas la loi qui est sexiste. C'est l'islam qui oblige les femmes à porter le foulard. Mm-hmm. Déjà, si les hommes devaient porter le foulard aussi, on aurait un autre regard que celui-là. Mais il faut d'abord les questionner. Ceux qui écrivent le Coran, c'est des hommes. Ceux qui l'appliquent, c'est des hommes aussi. Alors, c'est la même logique qu'avec la religion catholique, qui est une religion paternaliste. Toutes les religions sont paternalistes et sont sexistes, à la base. Alors, si tu as une religion qui veut qui traite tout le monde égal, si tu as une loi qui traite tout le monde égal, mais qu'elle s'applique à une religion qui est sexiste, c'est pas la loi qui est sexiste, d'une part. Et d'autre part, moi, j'étais toujours très favorable aux clauses grand-père. On ne modifie pas les règles du jeu en cours de partie. Ça, je suis absolument d'accord avec ça, ce qui a été fait. Et deuxièmement, puis c'est ce que les tribunaux vont dire aussi, ce que la loi permet et protège dans la Charte des droits dont on parle tellement, c'est le droit à la croyance, évidemment. C'est pas le droit à l'habillement. L'habillement, il doit pouvoir être modulé. Et c'est pas parce que tu ne portes pas ton... C'est comme ton symbole qui indique que tu appartiens à telle ou telle religion, que tu n'es pas moins croyant. Moi, j'ai plein d'amis musulmans qui ne me le disent pas par leurs vêtements et qui pourtant ont une foi tout à fait profonde et sincère. Mais ceci dit, OK, on peut, toi et moi, ou plein de gens au Québec, être en désaccord ou non avec cette loi-là. On peut trouver qu'elle va assez loin, pas trop loin. Faut juste s'apercevoir que le Danemark, par exemple, vient d'interdire la burqa dans l'espace public. La France ne permet pas le hijab dans les écoles pour les élèves. Mm-hmm. Y a plein de pays dans le monde qui ont des lois plus sévères que les nôtres, qui sont pourtant des démocraties, des grandes démocraties. D'une part. Mais d'autre part, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était pas pour débattre de cette loi-là, c'était juste pour dire, voici une loi qui a été votée par une Assemblée nationale dûment constituée, qui est appuyée par la population, qui passe le test de tous les tribunaux internationaux, là, et qui pourtant est contestée bec et ongle par le Canada. Là. Alors là, tu as deux projets de société là, complètement différents. Là. Donc, et moi, je ne trouverais pas que ça soit une bonne idée que les tribunaux ou les politiciens libéraux ou que cette loi-là soit abrogée, parce que ça donnerait l'idée qu'il y a des gens qui peuvent décider pour nous. Et moi, je trouve pas que c'est une bonne idée que Rob Ford puis que des musulmans de l'Alberta se mêlent d'un projet de loi québécois. Parce que ça donne l'idée aux Québécois qu'il y a des gens qui n'habitent pas au Québec qui décident pour eux. Ça peut devenir très malsain, malheureusement. Retour un peu sur la musique en terminant. Ce qui reste, je pense que tu m'avais dit 3h30 environ. J'ai une pratique de hockey avec mon gars, ouais. Oh. Je pense qu'on n'a pas parlé, on a parlé avant le podcast. Loco Locas, ça fait 8 ans déjà, le dernier album. Ça va faire 8 ans, en 2020. Avant ça, il y avait eu un autre 8 ans pour Amour Oral. Donc, est-ce qu'on y est dû? Est-ce que vous êtes dû? Y a-t-il des projets qui s'en viennent? Oui, exact. Non, il n'y a pas de projet pour Loco Locas. La dernière affaire qu'on a faite, c'est Le Clan. Une chanson qu'on a fait paraître il y a 3 ans, je pense, 4 ans. Moi, j'ai rien de rap dans mon ordi en ce moment. Puis les projets que j'ai, puis c'est toute de la littérature, des romans ou des scénarios. Ouais, vraiment. On peut dire qu'on est à la retraite, mais ça veut pas dire qu'on reviendra pas comme consultant là, de temps en temps. Là. Puis des shows, vous en avez fait un peu. Oui, il y en avait 3 cette année. L'année prochaine, il n'y en a pas. Peut-être. On dit pas non. Moi, on va pas faire 20 tournées d'adieu là, comme Motley Crue. Là. Déjà là, vous parlez, je pense pas que vous parlez de tournée d'adieu quand vous faites des shows. Non, vraiment pas. Quand on fait un spectacle, justement, on dit hey, on en fait un là, ça vous tente-tu? Ben, on est triplé. Puis vous avez jamais dit que vous vous séparez. C'est exactement. Juste que... On n'est pas séparés. On est en.
je la dis souvent, mais l'allégorie, mais je pense que c'est la plus vraie, c'est que avant, le colocasse, c'était notre résidence principale. Maintenant, c'est notre chalet. C'est-à-dire que la porte n'est pas barrée. Ça se peut qu'il y ait des toiles d'araignée, mais on peut revenir quand on veut dedans. Vous fermez pas la porte, ça se pourrait qu'il y ait un intérêt, ça se pourrait que vous ayez le goût de parler de certaines choses puis que ça se fasse mieux à travers la musique. Oui. Mais c'est pas le cas. Ou ça se pourrait que ça soit un scénario de biz dans lequel Batlam joue puis Shafik fait la musique. Tu t'intéresses au cinéma pas mal ou? Oui, j'ai adapté La Chute de Sparte, puis là, justement, on va adapter Les Abysses aussi. Oui, c'est ça. On voulait en parler tantôt, mais on n'a pas parlé finalement. Oui, donc ça va se faire. Là, on va commencer à plancher là-dessus la semaine prochaine. Donc ça, c'est du travail d'écriture, évidemment, qui est d'un autre ordre. Là. Ouais. Et j'aime bien faire ça aussi. Là. C'est plus à ce niveau-là. J'ai eu le goût d'agrandir le terrain de jeu. T'sais. 2 minutes, c'est peu pour parler d'un sujet quand même. Mais tu le fais d'une manière allégorique, poétique, tout ça. Puis est-ce que tu aurais le goût vraiment de faire un scénario original sans que ce soit inspiré d'un livre? Peut-être, je dis pas non. Mais l'avantage avec le livre, c'est que déjà l'histoire existe. Parce qu'un scénario, t'es pas sûr d'être financé de toute façon. Alors que là... il y a plus d'imprévus. Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'argent. Alors que le roman, moi, si j'écris un roman, je sais qu'il va être publié. Puis après ça, tu as la chance d'améliorer l'histoire d'une certaine manière aussi. Ouais, c'est ça que tu disais avec La Chute de Sparte, que des petites choses qui te gossaient puis que tu as pu modifier peut-être ou peaufiner. C'est une rare chance, justement. C'est comme réécrire le livre 20 ans plus tard. Plus tard. Ouais. Puis finalement, est-ce que tu étais quand même satisfait des améliorations, des changements? Oui, j'aime bien le film. Ouais. Puis... Attends un peu, voir. Quelle heure est-il, là? Là, il est 15h07. OK, moi, il faut que j'y aille parce que... Ah, c'est vrai? Oui, il faut que je sois à l'aréna à 1h30. OK. Bon, ben, c'est bien parfait. Ben, écoute, on va conclure. T'as-tu le temps des petites questions en rafale? Ouais, vas-y. Let's go. Ben, tu m'as dit que t'écoutais pas tant de musique, mais mettons ton artiste québécois favori actuellement. J'aime Tire le Coyote. Cool, ouais. Dans le rap, Anticipateur, qui me font bien rire. La F, ouais. En rap. La F, ouais. Une découverte musicale que tu aimerais partager? Ça serait la F. Ouais. Ouais. On a joué avec eux cet été, puis je trouve qu'ils nous ressemblent un peu. Ils ressemblent à ce qu'on était au début de Loco. Un artiste qu'on serait étonné de savoir que t'aimes? Joe Dassin. Expert mélodiste. Puis je l'aime sans autre. C'est même pas un plaisir coupable. C'est un plaisir, point. Et il a fait un mémoire de maîtrise à l'Université du Michigan. Ah ouais? Ouais. Sur une tribu amérindienne de l'Ouest. Ça vient rejoindre tes intérêts aussi, là. Ouais. Le dernier livre que tu as lu? J'ai lu... Attends, qu'est-ce que j'ai fini de lire? L'œuvre du grand lièvre filou de Serge Lepage. Serge Bouchard, qu'est-ce que je dis là? Anthropologue qui parle des francophones en Amérique. Puis ton livre préféré en 2019? Que j'ai lu en 2019? Ouais. Ça serait Riviérance de Brad Cormier, qui est un récit road trip sur la trace des francophones en Amérique. Comme j'ai fait, ce que j'ai fait avec Cadillac en fiction, lui, il l'a fait en road trip réel, en récit. On voit l'intérêt francophone, Amérique. Oui, tout à fait. Ça me branche beaucoup ces temps-ci. On va conclure ça. Il faut que tu y ailles bientôt. Fait que, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment généreux de ta part. Là. Puis, si jamais les gens veulent te retrouver, essentiellement sur Twitter. Sur Twitter et sur Instagram, de plus en plus. Instagram, c'est quoi? C'est-tu, je te cherchais puis je t'ai pas trouvé? Sur Lignement Locaux. OK, c'est bon. Fait que, merci. Avec plaisir.